Bonjour à tous, le Grenelle des violences conjugales s'est ouvert hier, il va durer jusqu'au 25 novembre. En France, environ 300 000 personnes sont concernées par les violences conjugales tous les ans selon l'enquête Cadre de vie et sécurité de 2018. La majorité des victimes de violences conjugales sont des femmes, pour environ 2 tiers des cas, et les hommes constituent un peu moins d'un tiers des cas, soit plus de 80 000 personnes tout de même. Les médias traditionnels proposeront à n'en pas douter de nombreux témoignages de femmes battues, mais il est beaucoup moins probable que vous entendiez parler des hommes battus, et puisque la force de YouTube, c'est aussi de permettre d'entendre toutes les voix, même les voix qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels, j'ai décidé de donner la parole à l'un de ces hommes battus, Maxime Gagé. Maxime Gagé, bonjour à vous, et merci d'avoir accepté cet entretien. Je vous laisse vous présenter brièvement pour mes auditeurs. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, merci déjà pour commencer de me permettre de parler de tout ceci donc sur votre canal YouTube. Je me présente succinctement, donc Maxime Gagé, auteur du livre Ma compagne, mon bourreau, et également donc ex-victime de violences conjugales, dont le procès qui s'est tenu à partir de 2015 a effectivement fait couler beaucoup d'encre, sans jeu de mots, à tel point que cela a fait, et ce soit dit sans exagération, donc le tour de la planète, puisque des articles issus de tous horizons géographiques ont émergé suite à cela. Je l'ai dit en guise d'introduction, le Grenelle des violences conjugales va durer près de 3 mois. Je me doute que vous attendez beaucoup de cette initiative. Depuis plusieurs années, je constate qu'on enferme de plus en plus la problématique des violences conjugales dans une image d'Épinal avec l'homme violent d'un côté et la femme victime de l'autre, alors que ça ne représente qu'une partie de la réalité. Si j'ai bien compris d'ailleurs, les quelques hommes battus qui ont demandé à participer aux discussions n'ont pas été conviés. D'où mon interrogation et ma question, ce Grenelle va-t-il chercher à parler exhaustivement des problèmes de violence conjugale ou va-t-il renforcer un stéréotype de violence à sens unique, cher aux féministes ? Alors, par rapport au Grenelle, bon, voilà une excellente question. Justement, bon, il y aurait beaucoup de choses théoriquement à attendre. Maintenant, connaissant Madame Marine Schiappa, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer sur le plateau des Théâtres du Dimanche, c'était à la fin janvier, début février de cette année, il apparaît, de par son discours, malheureusement, qu'elle ne fera absolument rien par rapport aux hommes victimes, mais également aussi par rapport aux enfants, par rapport aux membres de communautés homosexuelles, donc c'est-à-dire gays, lesbiennes. Seules les femmes comptent, et d'ailleurs, pour s'en convaincre, il n'y a qu'à simplement observer son discours et ses différentes communications, entre autres sur Twitter, où il n'est question, de manière totalement exclusive, que des femmes. Donc par conséquent, de mon point de vue, je pense que c'est une espèce de... par rapport à ce Grenelle, je dirais que c'est une espèce de grand débat, en fait, en version plus ou moins miniature, étant donné que seule une petite frange, en fait, de toutes les personnes potentiellement impliquées sera présente. Je pense vraisemblablement que cela versait sur un certain radicalisme. Si l'on tient compte de l'introduction, donc à un niveau d'une des fondatrices, enfin cofondatrices, pardon, du groupe des Femmes, ce qui, en mon sens, est un signe assez puissant et même, voire, assez inquiétant par ailleurs. Voilà. Maintenant, cela n'empêche pas de pouvoir entreprendre des actions extérieurement donc à ce mouvement qui sera en fait plus à voir comme l'occasion de communication à outrance et de gigantesques moulinets dans l'atmosphère, plutôt que de véritables réponses en la matière, ne serait-ce que du côté féminin. Bon, je pense qu'il y aura certainement peut-être une ou deux lois, quelques mesurettes par-ci par-là, mais concrètement, il n'y a pas du tout d'évolution en profondeur à faire. Je parle en tout cas sur un plan de la mixité totale. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. Peut-être pourrais-je vous demander de décrire brièvement votre parcours conjugal et les violences que vous avez subies vous-même dans le cadre de votre couple. Je sais que les hommes battus attirent toujours un mélange de curiosité et de mépris. Beaucoup de gens se demandent à quoi peuvent ressembler les violences conjugales contre les hommes, et beaucoup de gens considèrent qu'un homme battu, c'est forcément un homme faible et consentant, finalement. Et justement, ce qui est très intéressant dans votre affaire en particulier, c'est qu'on voit que la réalité est beaucoup plus subtile que cela, et que vous avez été pris au piège dans des violences sans avoir de recours, sans avoir la possibilité de vous enfuir ou de vous échapper de ce quotidien. Alors, pour une bonne compréhension de la situation, ce que je vais faire, si vous me le permettez, c'est faire, en fait, reprendre toute l'histoire depuis le départ.
Pour cela, il faut remonter dans le temps, c'est-à-dire en 2007. J'étais à cette époque-là en formation pour être développeur web, donc sur la région parisienne. Et j'étais d'ailleurs assez épris d'une jeune femme à l'époque qui était d'origine marocaine. Bon, notre histoire, malheureusement, en cours de route, s'est arrêtée suite à des raisons qui lui sont propres, que je respecte tout à fait. Mais toujours est-il que bon, ça m'a fait un choc émotionnel assez fort. Quelques mois plus tard, c'est là où justement je fais la connaissance de Nadia, donc comme je la nomme dans mon ouvrage. Et au départ, le contact s'est fait de manière tout à fait innocente. Puisqu'on parle de cela, on parle de ma formation, donc j'étais également et toujours donc modérateur à titre bénévole sur un site de chat qui accessoirement était aussi un site de rencontre, Antoine Lefond. Et c'est par ce biais-là que nous avons fait connaissance, on a sympathisé, et à partir du début du mois de juillet 2007, un ami commun a organisé un barbecue donc à son domicile sur Paris, et il nous avait tous les deux conviés. Donc là, c'était l'occasion parfaite pour se rencontrer. Et le jour J, donc je l'attends, c'était dans un café de la Place de la Nation, le Royal Nation, si je me mémoire. Et cette dernière m'envoie un message pour s'excuser donc d'un léger retard et me demande si je vois une option particulière au fait qu'elle soit accompagnée. Bon, bien sûr, là-dessus, je lui réponds qu'il n'y a absolument aucun problème dans un cas comme dans l'autre. Et peut-être, je dirais peut-être 15 minutes plus tard, effectivement, je vois une personne qui approche, qui pourrait lui ressembler. Mais cela dit, elle était quand même beaucoup plus forte, entre guillemets, que je ne le pensais. Enfin, grosso modo, c'est pour vous donner une idée avec une petite point d'humour. Imaginez Mike Tyson, vous lui mettez une perruque et vous obtenez à peu près un résultat similaire. Sachant qu'en plus elle était ce jour-là habillée d'un bombers assez volumineux, jean, basket, enfin bon bref, complètement aux antipodes d'une attitude, on va dire un tant soit peu féminine, du moins sur un plan classique. Mais cela dit, c'est là où une petite voix interne me dit, bon écoute mon Max, tu prends tes affaires, tu te lèves et tu prends la tangente. Et paradoxalement, je n'ai pas suivi justement cette voix interne qui pourtant me donnait cet ordre impératif avec un certain empressement, ce qui était assez déroutant d'ailleurs. Je suis parti du principe qu'on ne juge pas un livre à sa couverture. Donc je suis resté, nous avons commencé à discuter un peu. Et à leur venue, donc, nous nous sommes rendus sur le lieu barbecue, ce qui, au départ, s'est très bien passé. Mais, cela dit, je dirais, dans les 2 heures qui ont suivi notre arrivée, il y a eu une assez violente prise de bec entre Nadia et donc son ami, sachant que j'étais à une petite quinzaine de mètres de leur position, donc je n'ai pas vraiment, pas très bien compris quelle était véritablement la raison de cette discorde, mais toujours est-il que donc son ami quitte plus ou moins en claquant la porte donc le lieu, et tout un chacun donc a pu voir Nadia dans un état de détresse émotionnelle assez fort. Et notre autre est passé d'ailleurs spontanément à la voir pour essayer de tirer les choses claires et bon au moins calmer le jeu. Voilà. Donc tout doucement, l'ambiance est revenue, mais il y avait une espèce de gêne, ce qui est tout à fait normal dans l'atmosphère, en telle circonstance. Et donc plus tard, donc l'ambiance revient à un niveau d'antan, bon, légèrement atténué. Et est venu pour moi le temps de partir, étant donné que j'étais tributaire des moyens de transport. Et c'est là où, en discutant donc avec notre hôte, Nadia qui était juste à côté, donc spontanément intervient, me dit, bah, écoute, si tu veux, tu peux venir dormir à la maison, ce qui te permettra demain matin de repartir frais comme un gardon, tranquillement, sans presser. Bon, ce sur quoi je ne voyais pas de contre-indication, étant donné qu'effectivement c'était tout bénéfice et cela permettait de pouvoir continuer à dialoguer avec elle et donc en savoir un peu plus. Voilà, et cela restait courtois, en sachant que, chose qui m'aurait quand même un petit peu titillé l'esprit, elle insistait sur le fait qu'il ne se passerait rien. Ce qui est assez étrange. Donc du coup, j'ai accepté. Et donc très tard dans la soirée, bon plutôt j'aurais dire au petit matin, donc nous rentrons dans ce studio, et dans l'heure qui suit, à peine, cette mince frontière qui était au départ définie a été franchie par ces soins, sachant que pour ma part, à partir du moment où les choses sont cadrées, il n'y a pas d'équivoque, on s'y tient. Voilà. Mais là, c'était une sacrée surprise, et pour ma part, je lui ai reconnu d'ailleurs le lendemain matin, quand on s'est réveillé, bon, c'est un peu panneau, qu'il s'agissait de ma toute première fois. Ça a été, à ce moment-là, ça a été peut-être le seul véritable bon souvenir que je conserve d'elle, étant donné que j'ai encore cette vision à l'esprit où elle était près d'une fenêtre, la lumière du jour, donc filtrée au travers j'allais dire des volets, non, c'est une erreur, mais au travers
au travers de la fenêtre et donc des rideaux, et elle avait un sourire absolument radieux, pour ne pas dire lumineux. Et ce souvenir, j'insiste, restera peut-être le seul véritable bon que je puisse conserver d'elle. Par rapport à tout négatif qui va suivre derrière, c'est assez succès. Mais bon, cela dit, n'emballons pas les chevaux, reprenons les choses de manière chronologique. Donc à la suite de ça, effectivement, je reviens donc sur mon point de départ, la formation se poursuit, et début septembre, je dois revenir sur la Charente, donc qui est mon département d'origine, afin d'effectuer un stage de fin de cycle. Là-dessus, le stage s'effectue de manière absolument parfaite sur un plan professionnel, tout va bien, et pendant ce temps-là, donc, Nadia s'amuse tout doucement à me mettre sous pression, mais une pression qui ne dit pas vraiment son nom, c'est assez vicieux. En ce sens où elle commence à me proposer de venir emménager chez elle, bon, ce sur quoi je ne vois pas d'objection, mais il y a cependant un certain nombre de points importants à prendre en compte, à commencer par le fait que ma formation n'est pas terminée, déjà premier point, que je n'ai pas le diplôme, du moins pour l'instant, qu'elle me propose d'emménager dans un secteur géographique que je ne connais que peu ou pas, avec en plus un environnement qui m'est à peu de choses près complètement inconnu, donc il y a un certain nombre de points négatifs à quand même, enfin du moins en suspens, à prendre en ligne de compte. Ce sur quoi je lui dis, bah, écoute, je suis d'accord sur l'idée, mais il va falloir attendre un peu, étant donné que c'est peut-être un peu prématuré pour l'instant. Ce sur quoi elle me dit, écoute, pas de problème, je suis prête à attendre, mais si tu attends trop longtemps, j'irai voir ailleurs. Et dans cette remarque, dans l'esprit du néophyte que j'étais en la matière, a beaucoup travaillé, mais d'une manière assez sournoise, à tel point que cela me mettait d'ailleurs sous une certaine pression. Et ce que je ne comprenais pas sur le moment, et qui va se révéler beaucoup plus tard, c'est qu'en fin de compte, je commençais tout doucement à être sous une espèce de mécanique d'emprise, mais extrêmement puissante, par la suite. Je vais y revenir plus tard, bien sûr, puisqu'il va y avoir un crescendo. Donc, on arrive à la fin octobre, donc mon stage s'est terminé, je retourne sur Paris afin de passer donc l'examen diplômant, qui va d'ailleurs dès le lendemain être sanctionné par un diplôme, donc j'ai enfin le fameux sésame entre les mains, et dans la foulée, je recontacte Nadia par téléphone, et lui dis écoute, si ta proposition tient toujours, je suis d'accord, banco, je te rejoins donc dès demain soir. Et effectivement, le 29 octobre en soirée, je fais mon baluchon, dis au revoir à mes collègues de formation, et je pars donc rejoindre Nadia dans le 11e arrondissement. Ainsi commence donc notre vie, non pas à 2, mais à 4, puisqu'elle a 2 enfants jumeaux bizygotes, un garçon et une fille. Détail qui va avoir son importance par la suite. Les 2 mois, donc novembre et décembre, se déroulent tout à fait classiquement, correctement, enfin du moins en apparence. Je m'explique. Puisque tout doucement, elle va, un petit peu comme un maître d'échecs, poser ses pièces, donc entreprendre des actions, et un petit peu comme poserait ses pièces un maître d'échecs, c'est-à-dire avec stratégie et minutie. Discrètement, bien entendu. Cela commence par me demander donc certaines actions. Bon, ce sur quoi pour participer à la vie commune, il n'y a absolument aucun problème. Donc, je pense qu'elle a joué beaucoup là-dessus. Ça va se poursuivre donc avec tout doucement la prise de contrôle des moyens de communication. Tout doucement, elle va également prendre le contrôle de mon compte. En ce sens où un jour où nous faisons des courses, sa carte n'était pas passée, bon, ce qui est tout à fait logique, on utilise la mienne, et ma carte n'était pas passée puisque le lecteur était incompatible. Bon, ça peut arriver, bien que ce soit rare. Là-dessus, puisqu'elle m'avait confié donc son code de carte auparavant, j'en fais autant. Donc il y a une logique de réciprocité en la matière. Et au retour, avant de me rendre la carte, elle me demande est-ce que tu vois une objection au fait que j'administre les 2 comptes. Bon, ça m'a semblé assez étrange, mais bon, il y a un rapport de confiance, donc après tout, bon, pourquoi pas à laisser, en sachant que à ce moment-là, j'avais la possibilité de pouvoir me rétracter. Enfin, du moins, tel était ce que je pensais à ce moment-là. Ce qui était une très grosse erreur d'ailleurs. Mais bon, passons. Donc, il y a tout un tas d'actions donc, comme ceci qui vont se succéder, et on va arriver très rapidement donc, au 31 décembre de l'année 2007, qui est, comme tout à chacun le sait, donc l'occasion du Nouvel An. Et c'est là où il va y avoir le premier gros dérapage d'une série qui va malheureusement être exponentielle par la suite. Il était convenu que nous passions le Nouvel An donc avec sa mère et son frère qui habitaient dans le même bâtiment, sur le même palier, il y avait juste le couloir à traverser. Et l'occasion se présentait comme étant particulièrement festive déjà par anticipation. C'était quelque chose de très convivial, très humain, un côté très familial, vraiment très sympathique. Et en pleine soirée, donc, sachant que le lendemain c'est en train, Nadia, sans crier gare, passe me voir et me dit viens sur moi, il faut qu'on parle. Ah,
Bon, surprise. Donc là-dessus, je pose mon gobelet de jus de fruits sur la table la plus proche. Je la suis donc de toute façon le couloir principal. Nous rentrons dans son studio en sachant qu'elle me précède. Et au moment où, après avoir fermé la porte blindée, je traverse le petit sas de son studio de 36 mètres carrés et entre dans la pièce principale, là, sans m'expliquer le pourquoi du comment, elle m'empoigne, me plaque contre le mur et me colle une série de claques absolument spectaculaires, tant en termes de force que d'intensité. Et il va se passer, je dirais, entre 4 et 5 minutes d'un véritable balai de claques, si je puis dire, à tel point que la chemise que je portais va être complètement détruite, absolument irrécupérable. La seule réponse qu'il m'a été donnée de pouvoir faire, enfin si on peut voir cela comme une riposte, ça a été de lever le menton le plus haut possible afin d'être hors de sa portée. Et cela va malheureusement compliquer les choses, étant donné que cela va décupler son agressivité, ce qui m'a laissé sur place complètement sidéré. Dans les minutes qui vont suivre, la seule question qu'il va m'être possible de lui poser a été pourquoi, sur un plan général. Et d'ailleurs, la réponse qu'elle va me fournir, qui va être invariablement la même réponse à chacune de ces occasions, va être si tu ne m'avais pas excité, ça ne serait jamais arrivé. Donc vous voyez, par rapport à cela, si on prend un petit peu de recul, il y a encore là l'expression même d'une manipulation. Je m'explique. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais reconnaître être fautive, mais au contraire reporter ses propres erreurs sur moi. Et sachant que les violences vont très rapidement aller crescendo par la suite, donc par conséquent la pression va augmenter. C'est un véritable matraquage, un véritable lavage de cerveau à ce niveau-là. Et je peux vous assurer qu'il est extrêmement difficile, sinon impossible, de pouvoir y résister très longtemps. En tout cas, au moins sur un plan temporaire, c'est jouable, mais sur le long terme, c'est extrêmement destructeur, j'insiste. Par la suite, donc, on va accélérer. Nous revenons donc dans le studio de sa mère, en sachant que j'ai changé de chemise en cours de route. Mais j'étais particulièrement énervé et choqué par rapport à son attitude, à tel point que je suis resté dans mon coin sans dire un mot. Et la soirée s'est d'ailleurs très rapidement écoutée, puisqu'il y a eu quelques petits problèmes d'alcool par rapport à son frère. Bon, je dirais pas plus loin dans les détails. C'est par courtoisie principalement. Voilà. Dans les jours qui vont suivre, donc la colère tout doucement va aller décrescendo, va s'amenuiser, mais sans pour autant oublier ce qui s'est passé, j'ai pris le pli de mettre l'information de côté, en espérant, du moins en croisant les doigts, pour qu'il n'y ait pas de réitération. Et là encore, c'est une très très grosse erreur de ma part. Je m'explique. Entre-temps, j'avais réussi à décrocher un poste auprès d'une des plus grosses boîtes de France, voire peut-être d'Europe en ingénierie informatique, qui était basée à Châtillon. Donc c'est une boîte qui travaille en partenariat avec Microsoft et sur certains points d'ailleurs là j'aborde une part technique, qui va même jusqu'à un petit peu concurrencer, mais bon, ça reste quand même collaboratif. Et j'ai réussi à obtenir une des 200 places parmi plus de 1200 candidats, ce qui est quand même une sacrée performance. Donc ça veut dire un poste proposé pour 6 postulants, ce qui est autant vous dire que la concurrence était vraiment sauvage. Et le soir même du recrutement, je rentre tout content donc avec cette possibilité de cette offre d'embauche, donc enfin gagné. Et ça se présentait sous les meilleurs auspices. En plus de cela, de par le gigantisme de l'entreprise et ses capacités, les potentiels d'évolution étaient absolument phénoménal. Il est très rare de voir une telle opportunité 2 fois dans sa vie. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ainsi que le 12 janvier, donc je commence c'était le 14 janvier, pardon, excusez-moi. Je commence donc cette période d'essai qui va s'étaler du 14 janvier au 14 février normalement. Et par rapport à cela, c'est là où justement il va y avoir une augmentation des violences. La première semaine, jusque-là, se déroule très correctement, mais c'est à partir de la fin de la deuxième semaine, donc dernière semaine de janvier, où les choses vont vraiment s'aggraver. Je m'explique. Ce jour-là, c'était un dimanche. Nous étions tous les 4 dans le studio, donc Nadia, ses enfants et moi-même, et ses enfants m'avaient demandé de jouer avec eux à cache-cache. Bon, je vous fais pas un dessin, bon, jouer à cache-cache dans un studio de 36 mètres carrés, c'est un peu succinct, voire difficile à faire. Mais bon, cela dit, pour les enfants, bon, il n'y a absolument aucun problème. Et au bout de peut-être 4 ou 5 tours, donc c'était à moi de les débusquer, donc je trouve Océane, donc la fille de Nadia, en premier. Cette dernière sort de sa cachette, aucun problème, et je cherche Cédric, donc son fils, que je trouve assez facilement dans le petit sas d'entrée, dans lequel il y a dedans toutes les chaussures et des manteaux, détail qui va avoir son importance.
Donc je vois ses pieds qui dépassent et je lui dis bah, écoute Cédric, tu peux sortir, je t'ai vu. Et là, un blanc, pas de réponse. Donc je prends le pli de tout doucement lui taper l'épaule, bon sans très discrètement, et je lui répète Cédric, tu peux sortir, je t'ai vu. Et là, aucune réaction. Donc un peu intrigué, je passe voir sa sœur qui était assise sur son lit à peut-être 3 mètres de là, et elle me dit bah écoute, il n'a peut-être pas entendu à cause de l'épaisseur des blousons. Bon, c'est une possibilité, effectivement. Donc je retourne le voir, et j'appuie un petit peu plus, mais bon, toujours très délicatement, en disant écoute Cédric, tu peux sortir, je t'ai vu. Et là, je le vois sortir comme s'il avait le diable aux trousses, et il file d'un parti salon voir sa mère qui était assise derrière mon ordinateur portable, très certainement en train de faire du chat. Et moi, très surpris donc de sa réaction, je retourne dans la partie salon, et je vois donc Cédric en train de chuchoter à l'oreille de sa mère quelque chose que je n'ai pas entendu pour cause. Je vois cette dernière me décocher un regard, mais plus noir que noir, étant donné que noir, à ce stade, c'est encore trop coloré. Elle se lève, vient vers moi, et là, ça finit littéralement en pugilat. Je me retrouve physiquement complètement massacré. Et là encore, comme je suis quelqu'un de profondément non violent, j'insiste lourdement sur ce point, là encore, ma seule réaction a été tout au plus d'esquiver les coups, ce qui était extrêmement difficile, étant donné qu'elle était véritablement, je dirais presque en furie à ce stade. Et à la fin, elle, presque à bout de souffle, elle va s'arrêter et clairement me menacer de dépôt de plainte pour attouchement sur mineur. Donc comprendre par là, dépôt de plainte pour acte pédophile, chose avec laquelle je ne plaisante en aucune manière. Et là, à partir de ce stade-là, elle va clairement dévoiler son véritable jeu et ses objectifs, étant donné que à partir de cet instant-là, je vais avoir tout du long une épée de Damoclès sur toute la tête si je n'obtempère pas à la lettre au moindre de ses ordres. Et j'insiste là-dessus. Et cela va très très largement aggraver la situation. Mais il va y avoir d'autres éléments sur lesquels je vais revenir très rapidement. Donc là-dessus, je reprends le travail, et malheureusement, puisque les violences vont non seulement se répéter, mais augmenter croissant donc durant tout ce délai, je vais en plus être privé de toute forme de communication, puisque mon téléphone portable, qui était mon seul et unique moyen de communication, va m'être confisqué et détruit par ces soins. Je n'aurai plus aucun accès à Internet. Bref, je n'aurai plus la moindre capacité à communiquer avec mes proches, en sachant que la situation était clairement en train de dégénérer. Et de par les absences de plus en plus répétées qui était donc imposé par cette situation, étant donné que tout doucement je me suis retrouvé de plus en plus souvent à partir embaucher avec littéralement l'équivalent de tubes de fond de teint étalés sur le visage, enfin bon j'exagère un petit peu mais il y a l'idée, afin de masquer les hématomes, échymoses et autres, quand Nadia justement, autre cas de figure possible, ne me séquestrait pas carrément dans son studio, en sachant que la porte blindée était ferrée à clé, et cette dernière donc cachait la clé sur elle, en un endroit que par contre aussi je ne citerai pas, afin justement de me dissuader d'essayer de la récupérer pour partir. La suite étant logique, je me retrouve convoqué le 12 février très exactement, en sachant que je devais théoriquement dans les jours à suivre partir sur ma première mission, et là bizarrement quand j'arrive sur le travail, mission annulée. Ah, étrange. Et dans l'heure qui suivra, une responsable des ressources humaines va passer me voir, me demandant la suite dans un petit bureau assez neutre. Et dans la foulée, de but en blanc, elle va m'annoncer les choses clairement. Voilà, nous arrêtons notre collaboration. Votre nombre d'absences injustifiées est beaucoup trop important. Ça ne peut pas durer. Et là, c'est un véritable coup de massue qui m'arrive sur l'arrière du crâne, et je quitte les lieux d'ailleurs limite comme un malpropre, puisqu'accompagné par un agent de sécurité, et je suis complètement groggy. Et suite à cela, malheureusement, il va encore y avoir une augmentation des violences. Déjà pour commencer, je vais être sommé de dormir à même le sol, donc heureusement dans mon sac il y a un tapis de sol, ce qui va limiter la casse. Et cela va carrément partir sur des actes de torture durant les mois à venir. Par acte de torture, comprendre par là grossesse dans les yeux, brûlure au fer rouge, j'en porte encore la trace, des lacérations sur tout le corps, c'est également douche froide en plein hiver par des températures négatives dehors avec les fenêtres grandes ouvertes. Ça, je vous le déconseille expressément, c'est extrêmement dangereux et cela peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, j'insiste. Déjà, dans ce cas de figure, vous vous retrouvez dans une situation d'hypothermie extrêmement sévère, d'où le danger de la situation. Cela va aussi sur l'ingestion de produits
produits chimiques forcés, donc exclusivement du produit de la vitre qui contient notamment une proportion d'ammoniac, et l'ammoniac étant dangereux, donc cela peut aller jusqu'à une intoxication. Ça a été également ingestion forcée d'éponges, ce que je déconseille expressément aussi, et c'est d'ailleurs un goût absolument ignoble. Ça a été menace d'ingestion forcée d'acide chlorhydrique, et bon, je vais vous faire grâce de la suite des détails, dans le jour où là, on verse carrément dans l'horreur absolue. Étant donné que à partir du 31 décembre donc de l'année 2007-2008, cette vie de couple au départ va très vite basculer vers un véritable cauchemar, et je pèse mes mots. En sachant en outre que je ne pouvais plus compter sur une quelconque aide, étant donné que Nadia très rapidement va s'amuser à un petit jeu extrêmement sournois, puisqu'elle va, soit dit coutoisement, accorder ses faveurs en nature auprès d'autres hommes, notamment plusieurs agents de police. Donc par conséquent, sachant cela, je ne pouvais plus compter sur les forces de l'ordre, étant donné qu'il y avait au moins un verre dans le fouille, si je puis m'exprimer en ces termes. En tout cas, si tant est que l'information était réelle, ce que je prenais extrêmement au sérieux, je ne pouvais plus du tout compter sur leur soutien, et donc je ne pouvais plus me retourner vers quiconque. Et cette isolation, en plus de ce matraquage incessant sur le plan psychologique, vont avoir tout doucement raison de mes défenses, à tel point que sur la fin, je me voyais clairement mort. Mais cela dit, je gardais encore une petite étincelle d'espoir pour pouvoir me sortir vivant de là, en sachant que j'ai fait plusieurs hospitalisations, dont une qui a été une opération chirurgicale en urgence au niveau des parties génitales, et donc la situation devenait véritablement cauchemardesque. Pardon, j'insiste. Et il faudra attendre, en fin de compte, le 2 mars 2009, pardon. Petite erreur. Bon, il faut connaître que ça remonte à quelques années, mais en tout cas, j'en garde un souvenir très, très frais sur les actions. Et le 1er mars 2009, j'étais sommé de nettoyer un mur, enfin, j'étais un zombie à ce moment-là. Et à ma grande surprise, les enfants sont venus me voir très discrètement pendant que leur mère, encore avidée et chargée de drogue, ce qui va être d'ailleurs le quotidien de jour comme de nuit à partir de mon licenciement. Les enfants discrètement viennent me voir et me disent, bon voilà, il y a notre oncle qui voudrait te prendre en photo et avertir tes parents, est-ce que tu es d'accord? Et là, tout d'un coup, petite lueur d'espoir. Et je leur dis très discrètement, oui, pas de problème, vous avez mon feu vert, dites-lui bien de ma part. Pas de problème. Donc là-dessus, les enfants passent voir leur mère et ils lui disent, bon ben voilà, on voudrait voir notre oncle. Ce sur quoi, bon, un petit peu étonné, bon, elle leur donne son feu vert et les enfants repartent. Ils en reviennent quelques minutes plus tard, et discrètement, l'un des enfants me fait un signe du pouce sans que leur mère voie ça, et je me dis, bon, ouf, ça y est, un plan de secours est en train de se mettre en place. Et dans la foulée, donc, leur mère va me sommer d'aller faire des courses, encore une fois de plus, puisque ces dernières m'envoyaient 2 jours quand même faire des courses, ce qui était assez compliqué d'ailleurs. Et au moment où nous partons, puisque les enfants ont absolument insisté à sa surprise, donc ont insisté pour venir, nous quittons tous les 3 le studio. Un des enfants me fait signe de m'arrêter en plein couloir. Il va discrètement gratouiller la porte du studio de leur oncle, qui en sort avec un des tout premiers smartphones avec cellule photo. Et ce dernier prend une photo rapidement, et je n'oublierai jamais l'expression de peine, et je dirais même de compassion de son visage, mais on voyait clairement de la douleur dans l'expression de son regard, et ça je ne peux pas, même au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais jamais oublier cela. Et ce dernier me dit, courage, tiens bon, les secours arrivent. Juste avant de repartir très discrètement, fermer la porte sans un bruit, et c'est ainsi que nous repartons faire les courses. Nous allons passer donc au lendemain, étant donné que la journée se termine comme ça. Et pendant ce temps-là, donc sur le secteur angoumoisin, donc effectivement, leur oncle prévient mes proches en tenant donc un discours en ces termes: venez vite récupérer votre fils, auquel cas vous le retrouverez dans une petite boîte. Là, le message est extrêmement clair, et vite, donc mes proches s'organisent, donc mes 2 parents, l'une de mes sœurs qui était soignante, et l'un de mes oncles qui est en Charente-Maritime, qui est un ancien militaire, ont été prévenus et s'organisent pour partir donc très très tôt le lendemain matin, même pas à l'aube, d'ailleurs en pleine nuit, afin de venir sur Paris dans l'espoir de venir me récupérer, enfin en tout cas en un seul morceau, comme il pourrait peut-être l'espérer. Mais la situation était d'une complexité absolument effroyable. Et on arrive au 2 mars 2009 vers aux alentours de midi, donc mes proches arrivent à Paris, vont directement au poste de police de Paris 11 afin de solliciter de l'aide, ce qui n'a pas été très simple, puisque la discussion a été un petit peu délicate et longue. Toujours est-il qu'ils ont obtenu une patrouille qui les a accompagnés, et vers 14h,
je peux enfin sortir du studio. Et d'ailleurs, par rapport à cela, bon, je m'étais absenté à un moment, je ne sais plus quelle raison, enfin, j'ai un blanc au niveau de mon esprit. Il y a certains blocs mémoriels que je n'arrive pas à accéder, même à ce jour. Toujours est-il qu'au moment où je refais donc irruption dans ce studio, je vois Nadia qui fait des longueurs de droite à gauche, complètement catastrophée, en panique totale. Je ne l'avais jamais vue ainsi. Puisque auparavant, elle était toujours dans la maîtrise de soi, dans une forme extrêmement agressive, méprisante. Et là, j'ai été très étonné, c'est un retournement de situation total. Et au bout d'un moment, elle s'arrête net, vient me voir frontalement et me dit bon voilà, tes parents sont là, est-ce que tu veux les revoir? Et là-dessus, bon, si mes bras n'étaient pas accrochés, enfin ils sont tombés, je lui dis mais bien sûr que oui. Et là, attention aux petits détails. Parce elle va poursuivre et me dire, voilà, je vais donc te laisser partir, mais auparavant, il faut que tu me promettes de ne pas porter plainte contre moi. Donc déjà, vous comprendrez par rapport à cela qu'elle savait pertinemment ce qu'elle a fait et connaissait très bien les risques encourus par rapport aux conséquences de ses actes. Et par une petite astuce, une parade si vous voulez, tout en croisant les doigts dans le dos, bon, je sais ce n'est pas très poli, mais comme on dit, c'est bonne guerre, je lui ai dit, écoute, tant que je suis sur Paris, tu n'as rien à craindre. En sachant pertinemment que j'avais l'intention justement de quitter Paris pour déposer plainte. J'étais au moins conscient de cela. Et elle s'est contentée de cette réponse, donc a attrapé ma sacoche de travail, qui était truffée de documents d'ailleurs, grosse erreur de sa part, sort du studio, dévale la marche 4x4, et pour ma part, étant donné que j'étais dans une situation à la fois physique et psychologique absolument critique, étant donné que ça j'allais l'apprendre beaucoup plus tard, j'étais dans un état d'affliction général à tout niveau extrêmement important pour ne pas dire gravissime. Donc je descends les marches du 3e étage au rez-de-chaussée péniblement en faisant bien attention à ne surtout pas glisser, puisque mon affaiblissement malheureusement provoquait des troubles au niveau de l'équilibre. Donc il pouvait y avoir un accident qui aurait pu se faire par la suite. J'arrive donc au rez-de-chaussée et cette image qui va suivre, jamais je ne pourrai l'oublier parce que c'est tout un symbole. Il y a, pour quitter le bâtiment pour parler, il y a une espèce de grand couloir avec une porte cochère. Enfin, il y avait, j'aurais dit, parce qu'elle a été retravaillée entre temps. Et cette espèce de grand couloir d'une petite dizaine de mètres de profondeur, assez large pour laisser passer un petit camion, était vraiment plongé dans l'ombre. Et je vois Nadia, donc, par l'ouverture d'une porte secondaire, et il y a un halo de lumière extrêmement intense qui vient justement déchirer cette pénombre. Et au moment où je franchis cette porte, c'est tout à fait puisque je passe de l'ombre à la lumière à nouveau. Et au moment où je pose les pieds dans la rue, je ferme les yeux et je pousse intérieurement un grand ouf de soulagement en me disant « ça y est, le cauchemar est terminé, je suis enfin tiré d'affaire et surtout vivant ». Très important. Donc là-dessus, il y a 2 agents qui m'attendaient, nous avons discuté rapidement. Et ces derniers m'escortent un peu plus haut dans la rue vers une alcôve où mes proches étaient là avec un 3e agent qui était là pour assurer la sécurité. Petit détail à savoir que j'avais omis, c'est que comme je suis myope et que Nadia m'a très rapidement brisé à plusieurs reprises mes lunettes, je me suis retrouvé sans correction oculaire à partir de la première semaine de février, donc jusqu'au 2 mars 2009, jour de mon exfiltration au sens fond du terme. Bon, même si ce terme est un peu exagéré, mais en tout cas, disons que j'aime à l'utiliser puisque c'est clairement une exfiltration compte tenu de l'opération de récupération et de mon état de montée à la fois de santé et surtout psychologique. Quand mes proches me voient enfin, ils ne me reconnaissent pas. En fait, la seule chose, et ça nous en avons discuté plus tard, la seule chose qui leur a permis de m'identifier, ça a été le son de ma voix. C'est vous dire à quel point j'étais complètement transformé, défiguré, méconnaissable. Et le moment qui va suivre va être extrêmement intense. Et voyez-vous, j'en parle avec émotion effectivement, mais c'est une chose qui m'a profondément marqué. Et vous allez voir, il y a un véritable paradoxe, puisque donc la plupart des membres de ma famille m'ont pris dans leurs bras en fondant en larmes, et pour ma part, j'étais là complètement à gare, en leur disant mais ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis vivant. Vous voyez un petit peu le paradoxe. Et très rapidement après, donc une fois que tout le monde se soit calmé et repris ses esprits, les agents nous escortent jusqu'au véhicule familial et nous quittons Paris, en sachant que sur la route, tout doucement, les verrous psychologiques auxquels j'étais soumis vont sauter un à un, de telle manière à ce que je puisse sortir une information et une autre, mais tout doucement, étant donné que le schéma d'emprise auquel j'étais soumis était d'une rare puissante et surtout extrêmement destructeur.
Et d'un commun accord, donc sur le trajet, il est convenu que je sois déposé au CHU d'Angoulême, qui était le plus gros centre médical de la Charente. Et je peux vous assurer que quand le personnel médical m'a vu arriver, ça leur a vraiment passé l'envie de rigoler. J'ai été pris en charge immédiatement. J'avais en outre encore des files opératoires d'une opération qui avait eu lieu, c'était à la mi-février, que je ne dise pas de bêtises. Non, oui, c'était à la mi-février, donc j'avais ces files depuis plus d'un mois. Et petit détail à savoir, c'est que quand vous gardez des files opératoires trop longtemps, puisqu'il est normalement préconisé de le retirer une semaine après opération, fatalement, les chairs recommencent à pousser dessus. Et je me suis... Bon, je sais que j'en parle avec une poigne d'humour, mais c'est assez grave. Pardon, excusez-moi. Je me suis découvert, par la force des choses, un nouveau talent, qui est de chanter la Marseillaise en russe avec un accent moldave ou polonais. C'est vous dire, puisqu'il y avait 14 points de suture, et avec les chairs qui ont repoussé dessus, là, je reconnais, j'ai un peu serré les dents. Mais de par le choc traumatique que j'avais subi, j'étais clairement dans un état de très profonde sidération, ce qui a en quelque sorte chanté les messages de douleur. Et c'est d'ailleurs en partie grâce à cela que j'ai très ironiquement pu tenir la distance, entre autres. Et un petit peu plus tard dans la soirée, je demande à une infirmière deux choses. Et je n'oublierai jamais ce moment. La première, c'est, je lui demandais si c'était possible que je sois entendu par une équipe de police. Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, on s'est occupé de tout, ils seront là demain matin à 9h. Ça, c'est un premier point. Et je lui ai demandé, selon elle, quel était le ratio de victimes, de son point de vue médical, entre les hommes et les femmes sur un plan victimaire. Et elle m'a dit, c'est très simple, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que nous, du point de vue médical, c'est à peu près du 50-50. Donc déjà, voyez-vous, dans l'esprit, ça provoque un électrochoc absolument phénoménal. Par contre, le plus important, c'est ce qui va suivre. Elle me dit, la deuxième chose, c'est que j'ai plus de 20 ans de carrière derrière moi, et vous êtes le second cas le plus grave qu'il m'ait étonné de voir. Quand une professionnelle aguerrie, telle que celle-ci, vous dit ça, je peux vous assurer, ça vous colle une sacrée claque. Et là, vous prenez conscience très vite des choses. Dans la foulée, bon, bien sûr, la nuit, comme vous pouvez le deviner, va être extrêmement perturbée, étant donné que tout ceci va tourner en boucle dans l'esprit. Et tout doucement, cela va amener à faire sauter d'autres verrous, les uns après les autres. Mais les blocages dont je faisais bouger étaient là encore extrêmement puissants. En tout cas, le lendemain matin, vers 9h, effectivement, enfin 9h, 9h05, deux agents de police rentrent dans ma chambre. Et petite anecdote pour l'histoire, c'est que leur système informatique portable, visiblement, leur posait quelques soucis, et spontanément, je leur propose donc mon aide, est informaticien professionnel. Ce qu'ils ont décliné d'ailleurs très simplement. Et ce que je ne savais pas, et qui va être révélé par la suite, c'est que je m'apprêtais à leur proposer de l'aide avec pas moins de 8 doigts cassés sur les 10. Je vous laisse imaginer le côté paradoxal. Ensuite, les analyses vont révéler que je vais avoir également une perte pondérale très importante, sachant que je fais pratiquement 1m84, entre 83 et 84. Et en partant de Paris, j'étais plus près des 90 qu'autre chose. Or là, je ne faisais plus que 66 kilos. C'est vous donner un petit ordre d'idée de la gravité de l'état dans lequel je me trouvais. Outre bien sûr les blessures, les entailles, fil opératoire, ecchymose et j'en passe. J'étais complètement méconnaissable. Et d'ailleurs, j'avais un œil poché qui était boursouflé, enfin juste une fente complètement boursouflée, violette, que je ne pourrais rouvrir que 4 jours seulement après ma déposition qui va compter pas moins de 4 pages et qui va être faxée le jour même à Paris. C'est vous dire la réactivité de la police à ce niveau-là. Et c'est ainsi que va commencer donc le procès qui va avoir lieu d'ailleurs avec 5 ans d'instruction et va se solder en première instance par 18 mois ferme, 18 mois avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve, des dommages et intérêts conséquents, et ensuite il va y avoir par la procureure de la République donc un appel, ce qui va permettre d'appuyer un peu plus la sentence par 2 ans ferme, 3 ans avec sursis, 5 ans de mise à l'épreuve, dommages et intérêts intacts, avec des obligations de soins, obligations de réinsertion professionnelle et d'autres mesures contraignantes derrière. Mais là encore, cela reste, de mon point de vue, extrêmement succinct, même si il faut reconnaître, et ça j'ai toujours été très clair par rapport aux médias qui m'ont interrogé à ce sujet, cela reste quand même une victoire en soi, étant donné que, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres condamnations en amont comme en aval aussi fortes pour une situation similaire. Donc c'est une triste victoire, mais en tout cas, il y a en quelque sorte un record à la matière qui a été battu. Mais en tout cas, je reste convaincu qu'il y a, pour les hommes, il y a encore énormément à faire, sachant qu'il n'y a concrètement rien. Mais nous allons y revenir, bien sûr.
En tout cas, voilà pour la version succincte de ce résumé, bon, en espérant que ça n'ait pas été trop long, mais pourtant j'ai fait une compression aussi concise que possible. Non, c'était très bien. Je crois que ça donne un bon aperçu de votre calvaire, de ce qu'on pourrait appeler la torture de votre quotidien pendant ces 1 an et 4 mois. Un des points que je note, c'est qu'en marge des violences physiques, proprement dites, il y a aussi une perte d'autonomie dans votre cas. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler tout simplement d'emprise psychologique, qui serait à la fois le préalable à l'apparition des violences et la condition de leur maintien dans la durée? Alors pour l'emprise, oui, voilà une très bonne question qui est assez intéressante à évoquer. Oui, il est évident que j'ai été soumis à un schéma d'emprise extrêmement puissant et tenace, en plus d'être particulièrement dangereux, puisque allié donc à des violences physiques et psychologiques, je peux vous assurer que la combinaison des deux est absolument désastreuse pour toute victime qui serait soumise à ce genre de schéma. Maintenant, vous avez tout à fait raison de le souligner, il y a moyen justement de reconnaître cette mécanique, mais auparavant, puisque cela a des points communs avec une emprise sectaire, on peut tout à fait la synthétiser en 5 points. Vous allez comprendre. Je vais simplifier, bien sûr. Le premier point, l'étape 1, on peut voir cela comme étant, entre guillemets, l'acquisition de la cible. Ici, la cible n'est autre que la victime par rapport à l'auteur. Bien souvent, les victimes sont plutôt serviables, assez douces de caractère, et pour une partie ont peut-être eu à un moment donné une faiblesse. Alors attention, je mets un bémol sur ce point, étant donné que ce n'est pas parce qu'une personne à un moment donné, à un instant T, a une fragilité ou une faiblesse, que cette personne est nécessairement faible d'entrée de jeu. Donc ça, c'est un point qu'il m'était nécessaire de pouvoir évoquer. Une fois que la cible est entre guillemets acquise par la séduction, donc ici la séduction est à voir comme un outil, voire clairement comme une arme, puisque l'auteur va s'introduire dans la partie inconsciente de l'esprit de la victime et va commencer à créer une première accroche. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, on va passer à l'étape numéro 2, qui est en quelque sorte une phase d'acquisition. Par acquisition, comprendre acquisition de tout ce qui est communication, moyens de paiement, qui sont les principaux vecteurs afin d'isoler la victime et l'empêcher d'avoir la moindre possibilité d'action derrière. Il va y avoir une première étape de dénigrement général, par des remarques du genre oui, tu sers à rien, tu es à moins que rien, à quoi tu sers, pourquoi je reste avec toi, enfin, voilà, ce genre de choses. D'ailleurs, sur ce plan-là, laissez-moi vous donner juste une petite astuce, un petit peu philosophique, il est vrai, par une phrase qui m'a été donnée d'entendre dans un film. Comme quoi, vous voyez, bon, les films ont leur utilité. Et la phrase est la suivante: ne laissez jamais quiconque vous rabaisser sans votre consentement. Donc gardez bien ça sous le coude. La question est intéressante à réfléchir. Donc, une fois que la phase numéro 2, donc phase d'acquisition, est accomplie, on passe à la phase numéro 3, qui est une phase d'exploitation. Par exploitation, comprendre exploitation en priorité des moyens de paiement, exploitation des documents officiels, donc ça peut aller sur la production de faux et usage de faux, afin de vous plonger notamment dans des situations particulièrement compliquées sur le plan matériel, étant donné que, justement, petit détail qui permet d'identifier, entre autres, ces personnes-là, c'est qu'elles sont, on va dire, très intéressées sur le plan matériel. C'est une donnée qui est, sinon capitale, au moins très importante à ce sujet. Ça permet d'en repérer pas mal. Une fois que l'exploitation est terminée, donc il n'y a plus un centime à récupérer et que vous êtes par un forçage isolé, puisqu'il y a un travail d'isolation qui fait en toile de fond. Par exemple, quand la personne vous dit ah bah tiens, un tel ne me plaît pas, éjecte-la, coupe les ponts. Déjà, vous pouvez vous dire il y a anguille sous roche. Étant donné que si la personne insiste, cela peut indiquer une volonté de vous isoler, et donc par conséquent, méfiance. On va passer par la suite donc à la phase numéro 4, qui là par contre c'est une phase qui est extrêmement grave, voire limite critique, étant donné que cette phase est une phase carrément d'esclavage domestique, dirais-je. Même si le terme peut vous sembler un peu fort, ça ne reste pas très juste. Étant donné que, comme vous n'êtes plus utilisable sur un plan psychologique, sur un plan matériel, par conséquent, l'auteur va vous utiliser sur un plan physique. C'est-à-dire que vous allez très rapidement devenir en quelque sorte le larbin, avec obligation d'obéir aux ordres à la virgule près, et gare à vous si les consignes n'ont pas été strictement appliquées selon bien sûr les désirata de la personne.
Et vous vous affaiblissez tant physiquement que psychologiquement, étant donné que l'emprise va vraiment atteindre son paroxysme. Et là, au niveau de la partie physique, on verse carrément dans ce que l'on appelle, sur le plan juridique, les actes de torture et barbarie, article 222.48-1 du Code pénal, qui est sanctionné par une peine privative de liberté pouvant monter à 39 ans, dont 20 ans de sûreté. Donc c'est vous dire vraiment le degré extrêmement grave et lourd de la situation. Et enfin, malheureusement, on peut passer à la phase 5, alors il y a plusieurs possibilités derrière. Soit, premier cas de figure, vous réussissez à fuir, mais sa situation est rare et difficile à réaliser. Soit ce sont, comme dans mon cas de figure, des personnes extérieures ou proches qui vous aident à partir, au besoin avec assistance de la police. Soit la situation peut aussi, et là ça s'avère vraiment la situation malheureusement peut être inéluctable, étant donné que soit l'auteur va vous pousser au suicide, soit il va y avoir un meurtre au premier degré. Donc l'auteur va agir directement, même si dans leur philosophie, ils préfèrent utiliser soit la partie psychologique pour vous mettre sous pression et réussir à obtenir cet effet, soit faire appel à des tiers. Ce qui arrive malheureusement assez souvent si vous lisez un petit peu la rubrique des faits divers ou vous baladez un petit peu sur internet. Mais bien souvent il y a l'utilisation de tiers, soit pour vous massacrer littéralement ou vous tuer carrément. Donc jusqu'aux prémices de la phase numéro 4, la situation est grave, mais vous avez une petite possibilité de vous en sortir, disons, avec peu de dégâts. On va dire ça comme ça. Mais à partir de la phase 4, là, la situation devient désastreuse, voire désespérée. D'où l'importance de fuir le plus vite possible dès que vous localisez justement les prémices de cette situation. Alors maintenant, il y a des signes avant-coureurs, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc par rapport à l'insistance de ces personnes sur les passivités matérielles. Donc c'est là où la situation peut être importante, pour peu que vous soyez cadre ou plus. Mais cela dit, j'insiste sur un point, cela touche tous les corps de métier et cela impacte également les deux sexes. Il n'y a pas plus du côté masculin que féminin. Et ça, c'est un point qui est vraiment très important à mentionner. Il y a également le fait que ces personnes adorent justement briller en société, vont se montrer sous leur meilleur angle. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. En ce sens où quand vous rentrez justement dans un cadre beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel, là, tout doucement, vous allez voir le poteau rose, mais sans vraiment vous en rendre compte. C'est là justement où l'emprise ici est très importante, puisque cela à la fois a valeur d'épée de Damoclès, mais c'est également en quelque sorte un piège. Et quand vous vous en rendez compte, bien souvent, il est trop tard. Mais bon, pouvoir aborder cette question précise est extrêmement long et complexe, mais en tout cas, je vous invite très respectueusement à lire tous les ouvrages, tous les témoignages, tous les commentaires tant de victimes que de psychologues qui font un très très gros travail là-dessus. Bon, même si effectivement les articles sont majoritairement écrits donc au bénéfice des femmes, cela dit, le mécanisme d'emprise, et j'insiste très loin là-dessus, est commun aux deux parties, il n'y a pas de distinction. Voilà. Oui, effectivement, mais même moi, quand j'avais essayé de rédiger un petit peu ce rapport, j'avais lu certains des documents qui concernaient les deux sexes, hein, et c'est vrai qu'il y a des similarités, il semblerait, d'un point de vue psychologique, dans les types de personnes qu'on a, les types de personnalités et les comportements. Est-ce que vous diriez qu'il y a des profils particuliers, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, qui sont particulièrement à risque? Est-ce qu'il y aurait un profil type de l'homme victime ou de la femme auteur, ou à l'inverse de l'homme auteur et de la femme victime? Eh bien, quant au profil, oui, je pense qu'il y a des profils. Bon, tout doucement, dans la question précédente, j'ai commencé à évoquer justement certains points, mais oui, il y a je dirais des facteurs aggravants, voire des déclencheurs qui pourraient donc mettre en place ce cadre d'emprise et donc déjà poser les bases d'un rapport dominant-dominé, puisque là, il n'est plus du tout question de rapport de couple. Ça, c'est un élément extrêmement important à prendre en compte. Maintenant, comme je l'évoquais tout à l'heure, oui, par rapport à la faiblesse, justement à la fragilité ponctuelle, cela peut être un facteur aggravant. Il y a également la position sociale qui peut avoir un impact, mais pas que. Je pense vraisemblablement que cela peut impacter n'importe qui, enfin, à moins d'avoir un caractère fort et potentiellement agressif, mais là encore, c'est une particularité, donc je mets ça de côté. Maintenant, sachant que c'est par rapport aux auteurs, ce sont des personnes qui sont assez calculatrices, très matérialistes. C'est un point d'ailleurs qui permet de les repérer.
qui toujours vont se poser, enfin en tout cas bien souvent, vont se poser en victime d'une situation comme quoi ces personnes ont connu X ou Y auparavant et que ça s'est mal fini, que ces personnes ont dû y quitter, etc., etc. Enfin bon, ces personnes vont se poser comme étant des personnes conviviales, bon enfant, plutôt enjoué, ce qui est en fait tout le contraire de leur véritable profil, puisque si l'on rentre justement dans leur cadre personnel, là ça change du tout au tout. Donc vous voyez, ces personnes-là en fait se cachent derrière, je dirais, un petit peu comme un masque, un faux profil, un petit peu comme beaucoup de gens le font sur Internet. Il y a là une corrélation assez, une corrélation pardon, assez intéressante là-dessus. Que peut-il dire de plus? Enfin, plein de choses en fin de compte. Il y a également un élément qui permet de détecter, à savoir quand ces personnes vont commencer à essayer de vous isoler, ça va se faire tout doucement, péniblement, par exemple, sur une personne qui va être prise peut-être au hasard ou pas, et le dialogue sera, bah écoute, cette personne-là ne me plaît pas, sors-la de ta vie, ou encore jouer un chantage, c'est elle ou moi. Dans ce cas-là, vous de votre côté, il faut se montrer ferme. C'est dans ce cas-là, vous pourrez dire à ces personnes, et d'ailleurs avec une certaine fermeté, bah écoute, pas de problème, tu prends tes valises, salut. Là-dessus, il faut savoir rester ferme et absolument intraitable, puisque à partir du moment où ces personnes détectent dans votre inconscient qu'il y a moyen entre guillemets de négocier ou d'arrondir les angles, cela leur permet d'avoir une porte dérobée et donc de vous manœuvrer, de vous manipuler. Et à partir du moment où la mécanique d'emprise commence à être mise en place, là, vous pouvez très bien d'entrée de jeu vous dire que là, vous risquez gros, voire très gros, peut-être plus que vous le pensez d'ailleurs. Mais en tout cas, il est urgent de mettre les choses au clair, voire en dernier recours, de carrément rompre tout contact et ne surtout pas se retourner. J'insiste, puisqu'il y a, d'ailleurs, c'est un fait intéressant à mentionner, que ce soit du côté masculin comme féminin, les mécanismes sont globalement, moyennant quelques spécificités de part et d'autre, nous sommes d'accord, mais par rapport au schéma que j'ai développé tout à l'heure, le système d'emprise est exactement à l'identique des deux côtés et de mon point de vue, c'est dans des proportions égales, on va dire à 5% près. C'est-à-dire que quand vous vous rendez compte du poteau rose, bien souvent il est trop tard. Maintenant, il y a des signes avant-coureurs, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce qui peut vous permettre de vous sortir là de cette situation en 2 coups de cuir à peau, avec un minimum de dégâts. Enfin, idéalement aucun, mais bon, ça c'est quelque chose d'assez, je dirais, d'utopique. Il y a malheureusement il y a des dégâts à diverses manières, que ce soit en termes de temps, en termes de moyens. Enfin bon, c'est assez complexe, étant donné que là on touche vraiment la partie humaine. Donc par conséquent, tout se complique, ce qui est malheureusement assez logique, la psyché étant ainsi. Mais en tout cas, par rapport aux personnes violentes, il y a un autre élément que l'on peut relever, c'est qu'à partir du moment où il est possible de contrer leur argumentaire, puisque bien souvent ces personnes vont balancer un argumentaire sans pour autant l'étayer derrière, si vous prenez ces personnes en défaut, c'est là où elles vont vraiment se révéler, puisqu'elles vont jouer les frustrés, les offensés, sans chercher pour autant à argumenter leurs propos précédents, et vont essayer vont carrément devenir agressives. Et ça, c'est un indicateur extrêmement fort qui vous invite très cordialement à prendre vos jambes à vos coups et couper le contact sans vous retourner. C'est là où je voulais évoquer un élément important, puisque de part et d'autre, il y a une problématique qui est récurrente, c'est-à-dire que quand vous partez, ces personnes-là vont revenir au contact en vous disant mais s'il te plaît, laisse-moi une chance, on peut recommencer, je vais changer. Alors à partir du moment où une personne vous dit justement je vais changer, ça c'est un signal d'alarme qui doit résonner dans votre esprit. Cette personne-là n'a aucunement l'intention de changer ou d'évoluer, ou s'il y a évolution, ce sera, attendez-vous à cela, en pire. Donc par conséquent, ne leur laissez aucune chance. N'oubliez jamais cette petite phrase que je vais vous dire qui est assez connue. Un vase brisé, même recollé avec la meilleure colle au monde, aura toujours des fissures. Par conséquent, ce qui est fait est fait. On ne peut revenir en arrière. Donc par conséquent, une fois que la relation est terminée, c'est fini. Game over. Là-dessus, il faut vraiment rester ferme et intraitable en la matière, puisque de toute façon, les erreurs passées vont de toute façon se révéler vraisemblablement en pire, et la situation pourra à terme, malheureusement, s'avérer catastrophique derrière. Donc il y va de votre sécurité, il peut y aller même de votre vie. J'insiste sur ce point. Justement, vous parlez des signes avant-coureurs. Est-ce que peut-être vous avez repéré des signaux classiques qui se matérialisent à chaque fois qu'il y a des violences Est-ce qu'il y a un moyen de savoir que ça va dégénérer et éventuellement, pour nos auditeurs qui seraient concernés, de se protéger si jamais c'est le cas? Par rapport aux signaux qui précèdent la violence, oui, bien sûr, il y a des signes avant-coureurs.
auparavant, il va y avoir déjà une situation de dénigrement qui va augmenter crescendo. Bon, par rapport à cela, si vous vous retrouvez dans une situation similaire, oui, il y a possibilité déjà d'agir et clairement mettre le haut là pour au moins obtenir un statu quo et espérer s'en sortir en un seul morceau. Maintenant, je dirais par rapport à la violence, elle commence déjà sur un plan psychologique avant d'être physique. Quoique de temps en temps, il peut arriver que ce soit d'abord la partie physique avant psychologique. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ne laissez personne vous rabaisser sans votre consentement. Euh, Par là, si cette personne justement veut essayer ou autrement dit vous impose un changement d'attitude, euh, par conséquent, il y a déjà sur le plan relationnel, il y a d'entrée de jeu un gros problème. Dans le principe d'une relation à deux, soit l'on accepte l'autre dans son intégralité, soit dans ce cas-là, on s'abstient. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Alors, il y aura peut-être un petit fignolage par-ci par-là, mais ça doit rester très mesuré et surtout, il doit y avoir une notion d'équilibre. Ça, c'est un point sur lequel je ne saurais insister. Par équilibre, comprendre si la personne vous impose un paramètre, dans ce cas-là, vous êtes tout à fait en droit de lui imposer à votre tour un paramètre supplémentaire qui peut être tout à fait différent. Donc, il y a un rééquilibrage de la situation. Maintenant, si l'on part de ce principe, si la personne vous impose de plus en plus de choses, donc cela crée invariablement et inévitablement un déséquilibre. Et donc, par conséquent, cela induit un rapport dominant-dominé qui très rapidement s'installe. Et par conséquent, il n'y a plus de rapport de couple au sens propre du terme. D'où l'importance au moins de recadrer les choses et, en dernier recours, de prendre la tangente puisque votre survie peut tout à fait être engagée dans l'histoire avec toutes les conséquences que je vous laisse deviner. Mais en tout cas, oui, tout à fait, je confirme, c'est décelable. Je crois que le problème d'un grand nombre de gens qui sont sous emprise, c'est qu'ils ont en permanence l'espoir de faire revenir la relation à un état où tout allait bien, et en pratique, ils espèrent qu'en se sacrifiant un peu temporairement, ils vont pouvoir améliorer les choses durablement, et si vous me permettez l'expression, ils vont pouvoir sauver leur couple. Est-ce que pour autant, dans un cas d'emprise ou de violence, il ne faudrait pas oublier cette idée de sauver son couple et penser plutôt à se sauver soi-même ? Voilà une question un peu délicate à savoir, est-ce qu'il est possible ou non de sauver son couple, enfin en tout cas espérer le sauver. De mon point de vue, je dirais qu'il serait vain, voire illusoire d'espérer le sauver. Enfin bon, vous pouvez essayer, bien sûr, mais les chances de succès sont à peu près équivalentes au fait de jouer à la roulette russe avec 5 balles dans le barillet et gagner 10 fois de suite. Ça vous donne un petit ordre d'idée. Mais bon, c'est possible, même si c'est éphémère, même si les chances sont infinitésimales, c'est possible. Maintenant, je vous dirais de ne pas trop vous rattacher à cet espoir, en sachant qu'il y a un adage qui est très connu, qui dit ceci: chasser le naturel, il revient en grand galop. Donc par conséquent, si vous réussissez à calmer le jeu au moins sur un instant, si vous laissez entre guillemets une seconde chance à la personne à qui vous vivez, donc qui est auteur de ces faits, il apparaît malheureusement clairement inévitable, voire inéluctable, que cette personne, après peut-être un petit sursis de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois grand maximum, de toute façon va reprendre ses entre guillemets vieilles habitudes en ajoutant des intérêts à ça. Donc la situation va de toute manière non seulement se réitérer, mais va en plus empirer. Et je ne saurais que trop vous recommander de carrément solder le problème en coupant les ponts, même si, bon, c'est tout à fait louable, vous voulez peut-être espérer sauver cette personne entre guillemets, mais en voulant faire cela, vous lui offrez un véritable boulevard psychologique que cette personne va tout faire pour exploiter et donc asseoir encore plus son emprise et vous pressurer pire qu'un citron sur un principe comme pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc je vous dirais que le moment entre guillemets opportun de partir, c'est déjà dès les premiers signes de dénigrement. Si cette personne ne vous respecte pas, par conséquent, il n'y a absolument rien à attendre ou espérer d'elle, ou aucune évolution quelle qu'il soit, surtout si cette personne insiste. Et donc, autant rester sur une fin de non-recevoir plutôt que de risquer tout simplement de perdre la vie dans l'histoire, puisque ce risque est majeur en la matière. Au pire, comme dit ce proverbe, une de perdue, 10 retrouvées. Donc vous trouverez très certainement à un moment donné l'élu de votre choix, votre étoile qui fera briller votre cœur. Et ça, je vous le souhaite de tout cœur. Mais en tout cas, par rapport à ce type de personne, par rapport à ce profil, non, il faut vraiment, j'insiste là-dessus, il faut vraiment rester intraitable. Et ces personnes, d'ailleurs, vous le constaterez très rapidement, vont certainement insister pendant peut-être une semaine, 2 semaines, un petit mois ou 2, et vont très vite s'épuiser, vont passer à une autre victime, exactement comme dans le schéma que je vous exposais, schéma en 5 points, puisqu'une fois que la phase 5 est atteinte, hop, c'est le retour à la phase 1, donc c'est l'acquisition d'une nouvelle victime, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on peut voir un mode d'action en série.
par rapport à ces personnes, en tout cas la plupart du temps. Mais pensez d'abord avant tout à vous et votre propre intégrité intellectuelle et surtout physique. Ce sont des paramètres qui sont capitaux, je ne saurais insister assez. Justement, peut-être qu'on pourrait aborder les options qui sont disponibles pour les hommes qui nous écoutent et qui seraient éventuellement victimes de violences conjugales de manière occasionnelle, aussi les femmes, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de discrimination à faire de ce point de vue-là. Quels conseils on pourrait leur donner à ces personnes qui nous écoutent? Quelles seraient les meilleures options pour eux ou pour elles pour obtenir de l'aide et pour sortir en fait de ce cycle de violence conjugale? Alors pour les possibilités d'aide, ça va s'avérer malheureusement assez compliqué, en tout cas pour la partie masculine. Je m'explique. La plupart, pour ne pas dire une écrasante majorité des associations, ces dernières sont orientées exclusivement vers les femmes. Donc par conséquent, pour les hommes, à l'heure actuelle, c'est un petit peu le système D. Cela dit, il existe quelques associations qui, sous couvert d'une appellation féminine ou féministe, selon, sont quand même résolument mixtes. J'en ai notamment une en tête, et excusez-moi pour le titre, mais bon, ainsi se nomme cette association. C'est l'association des, je cite, putains de guerrières. Désolé pour ce terme un peu grivois, bon, qui n'est pas dans mes habitudes, mais cela dit, bon, ainsi est nommée cette association, qui est résolument mixte et qui fait d'ailleurs un très bon travail à ce sujet. Il y en a quelques-unes un peu disséminées en France, mais là encore, ces associations mériteraient vraiment à être beaucoup plus connues, ce qui n'est pour l'instant pas vraiment possible, étant donné que les ligues et groupements ultra-féministes, justement, enfoncent le clou encore et toujours au bénéfice unique des femmes. Ça, c'est un sacré problème. En tout cas, il y a tout doucement un ensemble d'initiatives qui est en train d'être mené, qui est pas mal. J'ai moi-même d'ailleurs un projet d'association, bon, qui est pour l'instant une association de fait, qui est le projet Avoc, qui va en fait être amené à proposer des solutions clés en main auprès de toutes les personnes victimes de violences conjugales, c'est-à-dire hommes, femmes, enfants, membres de communautés homosexuelles, donc gays, lesbiennes, aux besoins trans, et également prendre en considération les violences subies par les animaux auxquels on ne pense pas, qui malheureusement subissent en silence sans pouvoir dire quoi que ce soit, et pas d'ailleurs peuvent faire la vie. Si je prends cette initiative par rapport aux animaux, c'est par rapport à une anecdote de l'histoire que j'évoquais, que je n'ai pas encore en arrêt. C'était un jour où j'étais en train de revenir de course, et Nadia avait reçu par le biais d'un de ses contacts un tout jeune chaton qui était à peine sevré, il avait tout juste 2 mois. Et quand je rentre dans la pièce principale, je la vois en train de tenir ce pauvre chaton, ce petit boule de poil, donc par la peau du cou, et je la vois en train de lui crier dessus, mais elle était complètement hystérique. Et à un moment, mon sang se glace encore d'effroi, c'est encore très prégnant. Je la vois littéralement balancer le chat par terre de toute sa force, le ramasser et le frotter par terre comme une serpillière, étant donné que le pauvre animal, c'est humain, bon, il avait fait un besoin par terre, voilà, bon, ça peut arriver. Mais la réaction de Nadia était telle, c'est clairement de la folie humaine à l'état brut. Et cette dernière, d'ailleurs, m'avait tendu la petite épouse de ce pauvre animal qui avait la langue qui sortait, et en palpant très délicatement le pauvre animal, j'ai compris que de toute façon c'était terminé. Les cervicales étaient brisées, le crâne enfoncé, et il était en train de mourir. Et j'ai eu une peine absolument énorme pour ce pauvre animal qui me demandait simplement qu'à vivre et recevoir un peu d'amour, voilà, c'est tout. Et je connais que j'ai eu une peine qui était difficilement exprimable par rapport à ça. Donc il est important et même nécessaire d'avoir une petite pensée, au moins une pensée pour eux, pour les protéger de la folie humaine. Ça, c'est un élément important à prendre en compte. Maintenant, par rapport aux solutions existantes, bon, il y a officiellement le 3919 qui est une ligne d'État, mais chose à savoir, c'est que c'est une ligne qui est sous-traitée. C'est-à-dire que c'est une association féminine et féministe qui a pris le contrôle de cette hotline. Et de leur propre aveu, en tout cas pour les appelantes, elles ne sont pas du tout qualifiées en la matière, enfin elles se plaisent souvent à dire ceci, et on ne peut pas vraiment considérer qu'elles soient d'une aide véritablement efficace, puisque justement, en toile de fond, il n'y a pas non plus d'association véritablement active. Bon, il y a bien une ou deux, comme j'ai en tête l'association Elle se somme battue France, de Monsieur Pascal Combe, qui a repris le flambeau par rapport au docteur Silas Spitzer, qui a mis la clé, enfin qui a fait mettre la clé de son association sous la porte. C'était en 2016, que je ne dise pas de bêtises. Officiellement, c'était pour une question de budget, et plus officieusement, c'était parce qu'elle recevait d'aide de personnes, on va commencer par les hommes. Bien que la situation à évoquer n'est pas du tout évidente les concernant, je suis le premier à le reconnaître. Et
et donc elle recevait également clairement des menaces, cela allait jusqu'à des menaces de mort de la part de féministes radicales, et bon, au bout d'un moment, ce qui est tout à fait logique, sachant qu'elle était elle-même en danger, eh bien, au bout d'un moment, on arrête, c'est logique. S'il n'y a pas de soutien, autant arrêter le pugilat. Donc là-dessus, je comprends tout à fait. Mais en tout cas, bon, il commence à y avoir tout doucement des initiatives qui sont en train d'être mises en place. Et pour reprendre le projet AVOC, bon, pour l'instant, qui est une association de fait, donc non déclarée, j'ai bon espoir de pouvoir faire adopter cet hypersystème, puisqu'en fait c'est un ensemble extrêmement complexe qui va non seulement accueillir les victimes, mais également les prendre en charge, leur fournir au moins base un soutien psychologique, ce qui est une donnée capitale une fois sortis de là, déjà pour les aider à se construire, déjà y voir plus clair, les aider à se reloger, à se réinsérer professionnellement. Là, c'est une tâche qui ne va pas être évidente, et il va falloir certainement un partenariat avec des structures comme le Pôle emploi, par exemple, ou des structures concurrentes, du moins dans le privé en tout cas. Cela veut dire aussi un soutien juridique, donc éventuellement proposer une assistance, de telle manière à ce que les victimes qui, dans la plupart des cas, ressortent avec juste les mains dans les poches qui sont complètement vides, dont par conséquent ces personnes-là ne peuvent pas se défendre convenablement. Et ça, je trouve que c'est clairement scandaleux. Donc il y a tout un tas d'initiatives qui viennent se greffer dessus, et le système va être extrêmement complet, en plus d'être totalement universel. C'est-à-dire qu'il va être proposable tant aux hommes qu'aux femmes qu'aux enfants, indifféremment, et le panel de personnes qui pourront y accéder sera vraiment très large. En ce sens où l'objectif donc du groupement que j'ai commencé à mettre en place est de réélever le débat déjà dans un premier temps au niveau de l'être humain, donc par conséquent on prend les étiquettes et dehors, et également on rehausse les niveaux au niveau masculin qui a été complètement laissé pour compte, sans oublier bien sûr les communautés homosexuelles où il y a une violence véritablement énorme, et bien sûr personne n'en parle, mais il faut quand même le prendre en considération. Et donc une fois que les niveaux sont à peu près à taille égale, on prend de part et d'autre et on tracte tout le monde vers le haut pour améliorer justement les systèmes existants, parce qu'on peut tout à fait l'améliorer. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de tester une partie en tout cas de ce concept sur le terrain, et je peux vous garantir que ça marche du feu de Dieu, à commencer par une chose qui me tient particulièrement à cœur, à savoir mettre en place des groupes des groupes un petit peu comme des commandos non armés qui vont récupérer donc les victimes sur site, les emmener vers le centre-mère, et ensuite les dispatcher vers un coin qui sera tenu secret et qui sera connu que d'une petite partie, enfin d'un petit peu de personnes, qui sera naturellement très survolé, justice incluse, de telle manière à ce que l'auteur des faits qui voudra réaccéder à sa victime ne le pourra pas. Et donc par conséquent, ça justement sur la partie isolation électronique, j'ai eu l'occasion de voir les résultats, et les résultats sont d'ailleurs au-delà même de mes espérances. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont tout à fait faisables à moindre coût, et ça marche très très bien, à condition qu'il y ait des volontés justement au sein du gouvernement comme des instances dirigeantes de pouvoir le mettre en application, et donc le faire perdurer dans le temps. C'est tout à fait jouable, et je me bats là-dessus justement, puisque j'avais contacté Marlène Schiappa donc à la fin du mois de janvier, de février, donc suite au plateau télévisé de Thierry Disson, les Thierry du dimanche. Je lui ai soumis le projet par email en la contactant à son cabinet avec apport des documents nécessaires, et je n'ai à ce jour aucune réponse. Donc c'est vous dire ce qu'il y a à attendre justement des instances actuelles. C'est bien dommage que les instances actuelles imposent une vision genrée d'un problème qui peut toucher tous les groupes de la population. On a dit hommes comme femmes. J'en profite aussi pour rappeler aux auditeurs que les couples lesbiens, par exemple, sont connus pour être plus violents que les couples hétérosexuels. 3 de ce que Marlène Schiappa appelle désormais les féminicides ont d'ailleurs été perpétrés par des femmes pour la seule année 2018. Justement, par-delà la problématique directe des violences conjugales et les possibilités d'aide d'urgence, comment se reconstruit-on après plusieurs mois, voire plusieurs années de violences conjugales ? Du côté des femmes, j'entends souvent parler d'aide psychologique. Est-ce que la psychologie est aussi une bonne solution pour les hommes ? Et comment ça se déroule ? Pour la partie reconstruction, bon, ça c'est une étape qui est extrêmement importante, et d'ailleurs je ne saurais insister assez sur l'importance pour toutes les victimes de démarrer une thérapie le plus vite possible. Cela leur permettra déjà de se retrouver, de se reconstruire par la suite, et de toute façon sur un plan psychologique, bon là je vais aborder un petit peu de théorie, il va y avoir plusieurs étapes. Pour peu qu'il y ait de la sidération donc à un niveau à déterminer, il va y avoir très rapidement une phase d'interrogation, donc où les questions vont fuser, ce qui est tout à fait normal, étant donné que l'on n'a pas, en tant que victime, on n'a pas les réponses. On essaie de creuser par rapport à ce que l'on a vécu pour essayer de comprendre. Il va y avoir aussi beaucoup de flashbacks.
Ça là-dessus, je tiens à me montrer prévenant par rapport aux victimes, donc présentes comme passées. Cela va aller en s'atténuant avec le temps, voire au bout d'un certain stade va disparaître. Mais il faut vous laisser du temps. Comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. En tout cas, il y a la démarche d'une psychothérapie va permettre justement de trouver vos propres réponses, puisque le psychologue n'est pas ici comme quelqu'un qui va vous imposer les choses. Au contraire, c'est à voir comme un guide, comme un tuteur, qui va vous aider, vous aiguiller justement à trouver ces réponses qui sont pour partie en vous. Mais en tout cas, par rapport à ces questions, je tiens à souligner une chose non négligeable, c'est qu'il ne faut pas non plus espérer avoir toutes les réponses. Certaines clés aux questions que l'on peut être amené à se poser, en fait, sont entre les mains de l'auteur, qui, sauf dans de très très rares cas, n'apportera jamais justement ces réponses. Donc il faut savoir en faire son deuil justement. Et ça justement c'est une étape supplémentaire, à savoir la phase de deuil pour penser ses plaies, penser ses blessures psychologiques. Et dans pas mal de cas, il va y avoir juste derrière une phase de résilience à la fois et à la fois de pardon. Je ne parle pas de pardonner justement auprès de l'auteur, puisque dans bien des cas, les violences que tu as perpétrées sont absolument impardonnables. Et c'est là justement toute une problématique, à savoir comment pardonner. Enfin, est-il possible de pardonner l'impardonnable? Bon, la réponse est clairement bien sûr non. Mais en tout cas, et là je m'adresse à toutes les victimes, présentes comme passées, vous pouvez en tout cas au moins vous pardonner. Parce que ce n'est pas de votre faute concrètement. Vous n'y êtes pour rien. Vous avez eu tout simplement le malheur et la déveine totale de tomber sur une personne d'une rare agressivité et qui ne conçoit les rapports humains que dans un rapport de force, donc dominant-dominé. Vous n'avez absolument pas à vous reprocher de cela, ou au contraire, penser que vous avez tardé à partir. Personne ne peut avoir vocation à prédire l'avenir, donc ce n'est pas votre faute. Là-dessus, je tiens à déterminer cette situation. Au même titre que par rapport aux hommes, et là je m'adresse plus qu'à eux, il est vraiment très très important, voire capital, d'évoquer ce qui vous est arrivé. Je m'explique. Si vous ne parlez pas, si vous ne l'évoquez pas, qui saura ce qui vous est arrivé? Et dans quelle proportion? Comment? Qui pourra donc vous aider? Et par conséquent, comment pourrez-vous vous pardonner justement ce qui vous est arrivé si vous gardez cela en vous? La problématique est entière, admettez-le. Mais ça, bien sûr, ça se fera dans le temps. Il faudra des mois, pour ne pas dire peut-être des années, pour les cas les plus lourds. Mais en tout cas, vous serez amené justement à passer par ces étapes, justement à parler tout doucement. Bon, même si c'est dans un cadre très privé, c'est pas grave. C'est déjà très bien en soi. Mais surtout, ne gardez pas ça pour vous, en sachant que les actes dont vous avez fait l'objet sont clairement à connotation criminelle. Ils doivent être jugés et comment dire, et traités comme tels. Donc, en ne parlant pas, et là je vais peut-être me montrer un peu dur, mais si vous ne parlez pas, vous laissez une porte grande ouverte à l'auteur des faits pour recommencer derrière. Et derrière, on peut parler d'une victime, 2 victimes, 5, 10, allez, soyons fous, 300, 1000 peut-être. Donc vous voyez, il faut être amené à prendre sur soi. Bon, c'est très difficile, je sais, mais en tout cas, il le faut, de telle manière à neutraliser ces personnes extrêmement néfastes, toxiques, voire dangereuses pour la société. D'où l'importance de parler. Mais en tout cas, c'est de mon point de vue, c'est un passage absolument obligatoire. Par ailleurs, il ne faut pas non plus avoir peur des psychologues. Ils sont rodés, ils sont formés à ce genre de choses. Bon, il se peut que vous tombiez sur des psychologues qui soient, bon, plus ou moins un petit peu féministes ou masculinistes, enfin, bon, qu'importe. Mais en tout cas, ils sont spécifiquement formés pour justement vous aider à évoluer. Donc là-dessus, vous pouvez quand même bénéficier d'un certain enthousiasme, bon, même si l'on parle ici de psychologie sur un plan général. Mais en tout cas, c'est comme je le disais à l'instant, c'est une étape extrêmement importante. Et tant que vous n'aurez pas vidé votre sac, entre guillemets, tout ce qui vous est arrivé va vous torturer l'esprit à tel point que vous allez vous sentir complètement étouffé, vous allez vous sentir oppressé. Et il est vraiment important, voire impérieux, de traiter la question en vidant son sac. D'ailleurs, vous pouvez aussi en toile de fond, plutôt que de partir voir un psychologue, en faire, comme je l'avais fait au départ, en faire une thérapie dactylographiée. Ça marche très bien aussi, et cela même offrira l'avantage que vous puissiez vous relire et repenser à certains passages, en vous disant, tiens, j'avais oublié un petit détail, ou encore, finalement, avec du recul, en fait, c'était plutôt comme ça. Et donc, ça vous apportera des réponses supplémentaires. Donc, il n'y a pas une forme de psychothérapie, il y en a une multitude, mais c'est à vous et vous seul d'en déterminer le cadre et les délimitations.
cela va de soi. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas passer à côté. C'est une étape, oui, véritablement capitale. Oui, effectivement, il y a beaucoup de thérapies qui sont possibles. Et d'ailleurs, justement, pour parler du livre Ma compagne, mon bourreau, moi, quand je l'avais lu, je m'étais posé la question de savoir si c'était une forme de témoignage à destination d'un public, concerné ou pas d'ailleurs par les problématiques de violence conjugale, ou si c'était un livre plus personnel, de l'ordre de la thérapie écrite, quoi. Est-ce que vous considérez que Ma compagne, mon bureau a eu une fonction thérapeutique pour vous? En l'occurrence, cette question t'aura un peu nommé. Alors oui, effectivement, au tout début, pour ce qui est de mon ouvrage, donc Ma compagne, mon bourreau, c'était une thérapie dactylographiée, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et par rapport aux recherches parallèles que j'ai faites, je me suis très rapidement rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune littérature en la matière. Et ça m'a profondément heurté. Et d'où l'importance justement de laisser au moins une trace écrite pour que d'autres personnes puissent prendre connaissance de ce genre de faits, indifféremment hommes ou femmes. Cela permet de révéler vraiment le caractère extrêmement dangereux de l'emprise et également de cette situation de violence conjugale. Qui, de mon point de vue, bon, certes, il y a beaucoup de travaux de psychologues qui ont été faits, je pense notamment aux travaux du docteur Buell Samana, que je connais très bien, qui sont assez avant-gardistes d'ailleurs sur certains points. Et en tout cas, les écrits précédents n'étaient que tout au plus des ouvrages de professionnels qui évoquaient la situation sur un plan totalement théorique. Et cela manquait clairement de témoignages de faits concrets. Et cela a permis donc, une fois que cet ouvrage est publié, donc que tout un chacun puisse en prendre connaissance et je dirais en quelque sorte s'armer par rapport à ce type de situation extrêmement dangereux, voire mortel. Et d'ailleurs suite à cela, je connais que ça a fait énormément de bruit, étant donné que parallèlement au procès, puisque cet ouvrage est sorti en février 2015, donc parallèlement au procès, ça a fait une véritable traînée de poudre qui a fait, sans exagération, le tour de la planète. C'est-à-dire que très rapidement, ont émergé des articles venant bien sûr de France, ce qui était tout à fait logique dans la proportion assez impressionnante. J'ai été premier stupéfait d'ailleurs. Ça a été également l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suisse. Ça a été ensuite du côté de l'Afrique. Il y a eu quelques articles en la matière. J'étais le premier étonné. Ça a été encore plus loin. Ça a été la Russie. Eh oui, très surprenant. Ça a été la Chine, le Japon, les dom-toms, ça a été l'Amérique latine, l'Amérique, le Canada, jusque dans les coins les plus reculés. C'était proprement stupéfiant. Et je me rappelle d'une anecdote. J'étais dans le train donc avec mon père, nous revenons de Paris, et là un ami m'appelle, il me dit écoute Max, ne rigole pas, je viens de te voir sur CNN. Ah, là je suis resté là comme deux ronds de flanc en disant mais CNN, enfin tu débloques. Il me dit non, je viens de te voir sur CNN. Ah bon. Alors là, c'était la grosse surprise. Et effectivement, j'ai pu consulter les replays donc après être revenu sur Charente. Et oui, tout à fait. Il y a la presse américaine avait repris donc les articles français pour les évoquer donc que ce soit sur papier ou à l'antenne. Et j'avoue que euh, ça a été à la fois stupéfiant et les réactions derrière ont été bon. Pour certaines choquantes, mais c'était prévisible, je m'y attends plus ou moins. Mais il y a eu surtout un niveau d'empathie absolument inimaginable. Et ça m'a, enfin, même aujourd'hui, ça me touche très très profondément. En tout cas, cela n'a laissé personne indifférent. Et ça, c'est une très bonne chose, puisque en toile de fond, cela permet de clairement poser la problématique par rapport aux hommes, mais plus largement, cela pose une question par rapport aux violences conjugales sur un plan général, à savoir, que doit-on faire pour les arrêter? La question est entière. Et cela permet donc de rehausser le débat en faisant fi des étiquettes. Bon, même si certains groupements féministes insistent encore et toujours au bénéfice exclusif des femmes, mais bon, ça limite, bon, c'est leur point de vue, laissons-les, laissons-les sur leur position qui est un petit peu, je dirais, au mieux un peu étriquée. Mais bon, dans le temps, peut-être auront-elles une meilleure ouverture d'esprit. Sait-on jamais. Après tout, un miracle peut arriver. Mais bon, on verra par le temps. Seul lui peut être amené à en dire un peu plus. Voilà. Mais il y a en tout cas beaucoup d'évolutions qui en ont découlé et malgré les apparences, ça reste quand même très positif. Mais en tout cas, ce n'est qu'un début.
En tout cas, les choses ne vont pas en rester là, ça je peux vous le garantir, notamment par rapport au projet Invoque qui veut monter en puissance et toutes les associations qui voudront bien se joindre justement au mouvement en partenariat pour vraiment prendre en considération l'être humain dans son entière complexité. Puisque le problème est là, en fait, c'est une question d'être humain, ce n'est pas une question de genre, contrairement à ce que martèlent les féministes avec leur soi-disant odieux patriarcat. Bon, effectivement, il y a des exactions du côté masculin, mais il y en a aussi du côté féminin, il ne faut pas l'oublier. Et ça, je pense qu'elles ont tendance à un petit peu à le mettre de côté et le voir sciemment l'oublier. Enfin, n'en déplaise à certains discours qu'il m'a été donné de voir, bien sûr. Votre livre a été publié en 2015, c'est-à-dire il y a 4 ans. Il y a eu à l'époque du livre un certain nombre d'articles qui ont abordé peut-être pour la première fois la question des hommes battus. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un changement de mentalité depuis la parution de ce livre ? Est-ce que vous avez noté des changements ou des inflexions dans les positions des féministes, d'ailleurs, par rapport à la question des hommes battus ? Est-ce que le tabou est aujourd'hui un peu moins tabou qu'avant ? Quel changement vous verriez, en somme, pour la société en général depuis la parution de ce livre ? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont évolué déjà, à commencer par une véritable prise de conscience, pas qu'en France d'ailleurs, sur un plan global, euh, sur l'existence justement de ce phénomène, à savoir les violences que l'on peut considérer comme violences inversées, étant donné que les rôles étant donné que les rôles ont été échangés. Euh, Ça, c'est un premier point. Ensuite, par rapport aux autres bénéfices, je serais tenté de dire que qu'il y a suite à cela, donc une prise de conscience avec justement, même au sein des groupements féministes, enfin je parle féministes modérés, une, une prise en considération accrue par rapport à la situation, puisque dans le principe, le féministe, enfin le féminisme est quelque chose de tout à fait louable, puisque c'est un combat pour la situation des femmes, en prenant en considération justement sur un plan biologique la situation des hommes. Et ça, c'est tout à fait louable au départ. Maintenant, quand on voit ce qui se passe actuellement par rapport au féminisme, enfin en tout cas tel qu'il est conçu à l'heure actuelle, je dirais qu'il y a les deux extrêmes. C'est-à-dire, d'un côté, le côté modéré entre guillemets, qui prend vraiment à cœur cette nouvelle facette, donc et peut espérer apporter éventuellement des options ou solutions ou idées, et il y a de l'autre côté un féminisme qui est beaucoup plus agressif, beaucoup plus radical même, qui va même en toile de fond dans certains cas de figure. Je pense notamment à une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Madame Mac Maggot, où là on verse carrément dans la citation au meurtre, et ça c'est extrêmement grave. Maintenant, pour bien comprendre le féminisme, je pense il faut se pencher sur leur histoire, bon, d'un point de vue rapide. Passé 1968, les premières féministes de l'époque avaient des combats et des revendications qui étaient tout à fait louables. Et là-dessus, par rapport à la dureté et aux complications de leur combat, moi honnêtement, si je le pouvais, je leur ferais une standing ovation en les prenant dans les bras et en leur disant franchement bravo, ce qu'elles ont fait était d'un courage absolument incroyable, en plus des revendications qui étaient tout à fait louables à l'époque. Maintenant, par rapport à cela, sachant qu'elles ont gagné donc toutes leurs revendications et combats, je dirais la version néo-féministe ou féministe 2.0 comme j'aime à les appeler, ces dernières se retrouvent en quelque sorte privées de combats épiques comme d'antan. Et elles s'attaquent à peu près à tout et n'importe quoi en cassant carrément, mais jusqu'à l'image de l'homme, pour en quelque sorte psychologiquement, physiquement ou administrativement l'émasculer. Et ça, c'est tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Euh, Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas véritablement à prôner un masculinisme ou un féminisme, de quelque sorte que ce soit, étant donné que comme cette problématique extrêmement dense et complexe est identique de part et d'autre, puisque de toute façon nous avons le même sang, on a deux bras, deux jambes, une tête et un corps, bon bien sûr des variations, ce qui est logique, j'en oblige, mais concrètement, on a des peines, on a des joies, on peut avoir des moments de colère, on peut avoir aussi des peines, des douleurs, c'est exactement à l'identique, il n'y a pas de différenciation à faire. Et justement, par rapport à ces féministes qui veulent imposer justement un cloisonnement en jouant un maximum sur l'opposition des genres, ça c'est une donnée importante à prendre en compte, là on part carrément dans le mur, étant donné que il y a même une espèce de mise en concurrence des femmes entre les hommes. Et c'est en soi une très grave erreur, puisque bon là j'aborde une partie un peu complexe, c'est vrai, mais
par rapport à cette mise en concurrence, sachant que biologiquement, psychologiquement et physiquement, on a quand même certaines différences, la véritable richesse justement des rapports humains tient dans les différences. C'est ce qui fait l'originalité. Et donc opposer les genres est une, enfin, moi de mon point de vue, c'est une hérésie. Maintenant, par rapport aux autres bénéfices, il faut voir par rapport à l'État. Malheureusement, il n'y a pas eu véritablement de prise en considération, étant donné que quand on voit notamment les discours de Madame Rossignol, Madame également Schiappa, elle prône justement un dialogue exclusivement orienté vers les femmes, avec peut-être un petit peu de saupoudrage par-ci par-là, histoire d'ordonner les angles, une petite mesurette par-ci par-là pour les hommes, mais c'est tout. Enfin, c'est d'un néant total. Ça ne sert à rien. Ce n'est que du blabla, puisque même du côté féminin, concrètement, personne ne s'y retrouve réellement, étant donné qu'il y a des textes de loi, il y a déjà des choses qui sont cadrées, qui potentiellement seront opérationnelles. Maintenant, encore faut-il qu'il y ait une mise en application derrière. Et là, ça coince. Étant donné que la politique s'est invitée au débat, et de mon point de vue, je pense que la politique n'a strictement rien à faire, puisque il y a en plus de cela une espèce d'agressivité en toile de fond qui n'a rien à faire là-dedans. Et cela complique pas simplement les débats, en ce sens où, à partir du moment où un débat commence à être houleux, voire clairement agressif, où chacun se rentre dedans, si on se saute tous mutuellement à la gorge, ça ne peut pas marcher. Il n'y a aucune chance. Le propre de tout débat est avant tout de dialoguer, de confronter des idées, mais dans le calme, dans la courtoisie, surtout le respect, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Au jour d'aujourd'hui, c'est chacun tire la couverture à soi et advienne que pourra. Malheureusement, une couverture n'est pas infaillible, elle peut se déchirer comme toute chose. Donc par conséquent, ça part au clash et ça devient extrêmement violent, en plus d'être évitable bien autour sourd. Et là, je pense que l'on touche du doigt une autre problématique, à savoir l'ouverture d'esprit. Étant donné que sans un minimum d'ouverture d'esprit, par conséquent, cela favorise justement ces cloisonnements et cette agressivité. Donc il y a, je pense, une très grosse évolution des mœurs à faire à ce niveau-là. Mais en tout cas, sur un plan général, puisque je parlais d'époque, là, on arrive en quelque sorte à la croisée des chemins, notamment sur un plan géopolitique, de par les tensions qui sont en train de germer, bon, ne serait-ce qu'en France sur un plan professionnel et général. Je pense qu'on arrive à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on arrive non pas à la fin du monde, mais à la fin d'un monde ou d'un cycle, si vous préférez. Et on est aux portes d'un nouveau cycle, et les paramètres de ce nouveau cycle, ne dépendent que de nous. C'est à nous justement de construire l'avenir et personne d'autre. Donc il est de notre responsabilité, hommes, femmes, enfants, enfin tout être vivant justement de prendre nos responsabilités en face collectivement et faire en sorte à ce que ce monde soit meilleur pour les générations à venir. Auquel cas on risque de leur laisser un véritable champ de ruines. Et je pèse mes mots. Donc il y a vraiment la nécessité de vraiment que tout un chacun s'implique, étant donné que cette problématique peut toucher n'importe qui, homme, toute tranche d'âge confondue, femmes, toute tranche confondue, les enfants également. Bon, j'avais évoqué aussi les animaux domestiques qui, eux, malheureusement, ne parlent pas, qui peuvent se faire massacrer dans l'histoire. Non, stop, on arrête le pugilat. Maintenant, dans l'idéal, on se calme collectivement, on pose la problématique minutieusement, on en discute et on en tire les conclusions. Maintenant, de deux choses l'une, soit tout un chacun reste dans son petit coin et lève le poing vers le ciel en criant à la famille, soit on se retrousse les manches, tous ensemble, indifféremment hommes et femmes, on fait corps et on prend le problème à bras-le-corps, de telle manière à ce que ce soit résolu une bonne fois pour toutes, afin que des outils, solutions et actions concrètes soient mises en application. Et de ces deux options, une seule a un avenir, l'autre n'en a aucun. Non, oui, je suis d'accord avec vous, il faudrait avoir une solution globale au problème, plutôt que d'avoir des ensembles communautaires qui essayent de tirer la couverture à eux, chacun de leur côté. Par rapport au changement de mentalité, on a quand même l'impression que la question des violences contre les hommes, elle est assez confidentielle. C'est-à-dire qu'à part quelques livres, et encore je crois que je peux les compter sur les doigts d'une main, cette question reste largement ignorée par les médias mainstream. Comment on pourrait faire pour changer les mentalités en France sur cette thématique et la rendre un petit peu plus visible pour le grand public ? Eh bien, par rapport au changement des mentalités en France sur cette thématique, confidentielle pour reprendre le terme, enfin, bien que ce terme soit inexact, j'aurais plutôt qualifié cette problématique de tabou, étant donné que c'est un petit peu comme la poussière que nos élites ont voulu glisser, enfin beaucoup de monde d'ailleurs ont voulu glisser sous le tapis en disant bah tiens, ni vu ni connu, ça passe à l'as. C'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. À partir du moment où l'on a un problème, il faut tous se réunir, poser la problématique sur la table avec les solutions possibles, options ou idées, les confronter et en
tirer vraiment la quintessence pour que ce problème soit résolu. Ce qui fait qu'après, bon, le ou les dispositifs qui en découleront seront tout à fait à même de pouvoir répondre correctement à toutes les difficultés en fin de compte. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, puisque voyez-vous, comme je l'évoquais tout à l'heure, et cela reprend certains thèmes, notamment par rapport aux associations féministes et autres, c'est que ce qui me désole, c'est que par rapport aux associations, il n'y a pas vraiment de véritable coordination. C'est-à-dire que dans l'idéal, tous les efforts devraient être coordonnés vers une ou plusieurs directions communes. Ce qui n'est pas le cas. Là, on se retrouve avec des structures, parfois plusieurs dans la même ville, qui se concurrencent, qui se tirent dans les pattes. Et donc c'est complètement improductif. En plus de cela, par rapport aux moyens, par rapport au temps, enfin bon, là on est ça tourne en perte sèche. Alors maintenant, par rapport à ça, je vois au niveau des politiques, bon, résolument, ça ne bouge pas, ça c'est clair et net. Je pense que la plupart n'en ont clairement cure, puisque ça ne leur est pas arrivé. Bon, ce que je peux entendre de fond comprendre, mais maintenant, on parle quand même d'une frange de population qui est quand même assez importante, qui pourrait se chiffrer clairement en millions. Étant donné que selon certaines statistiques qui sont sorties récemment, une personne sur 30 au moins est concernée en France, donc c'est quand même pas négligeable. Mais ce n'est pas parce que c'est un volume entre guillemets minoritaire par rapport à l'ensemble qu'il ne faut pas prendre la question vraiment au sérieux. Étant donné que de mon point de vue, je considère cette problématique comme un véritable fléau de notre siècle. Et donc il faut le traiter avec une très grande sévérité. Bon, bien sûr, en permettant, si cela est possible, aux auteurs, indifféremment hommes ou femmes, d'entrer dans une phase de rédemption et pour les aider à comprendre justement la gravité de leurs actes, si cela est possible. Bon, là-dessus je reste réservé, mais en tout cas, bon, il y a quelques initiatives dans ce sens-là, mais surtout le plus important, c'est avant tout de protéger les victimes de telle manière à ce que l'auteur ne puisse pas arriver à ses fins. Et quand on voit le nombre de morts, puisque j'ai regardé les infos ce matin, on a dépassé officiellement le stade des 100 morts du côté des femmes. Là, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, on est par rapport à ce gouvernement comme le précédent. Enfin, c'est tout ce qui est entrepris. Enfin, si on peut appeler ça ainsi, c'est du vent. Ça n'a aucun impact. Donc par conséquent, les solutions qui ont été mises en place sont complètement inadéquates. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de victimes en ont plus qu'assez de ces blabla. Ils veulent de l'action, ce qui est incapable de fournir l'actuel gouvernement comme le précédent, puisque ce ne sont que des paroles, ce ne sont que des réunions, bien sûr, entre femmes majoritairement. C'était que ça d'ailleurs. Et qu'est-ce qui en ressort? À part quelques textes qui de toute façon ne sont pas appliqués ou qui ne sont pas applicables, à part un brossage dans le sens du poil, je dirais que c'est un néant sidéral. Concrètement, la France a un retard absolument considérable en la matière, et je l'évalue à, je dirais, entre guillemets respectable, entre 35 et 40 ans de retard par rapport à bien des pays. Et d'ailleurs, par rapport à cela, sur la scène internationale, on peut être considéré comme véritablement des outsiders, en ce sens où l'Australie, par exemple, qui avait un retard absolument énorme, a réussi à le combler en, allez, je dirais 3-4 ans tout au plus. Et là, par rapport aux initiatives des Australiens, ils ont très rapidement rejoint le peloton de tête, qui est notamment composé du Canada, des pays d'Europe du Nord, qui sont très organistes. Je pense aussi à la Suisse, qui a aussi mis en place des process tout à fait intéressants à prendre en compte. Et la question, c'est que fait-on en France, à part blablater et faire quelques mesures de par-ci par-là? Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment pris au sérieux. Je dirais que c'est une espèce de clientélisme politique qui ne mène strictement à rien, puisque une fois que les élections sont passées ou une fois qu'il y a un mandat qui est renouvelé, après derrière il n'y a plus rien. Bon, bien sûr il y a quelques lignes par-ci par-là, mais ça apporte un vide sidéral, j'insiste. Et par rapport à ça, c'est pour ça que je suis en train de battre et essayer de fédérer un maximum de monde par rapport à ça, afin que les efforts soient coordonnés en un tout cohérent, pour que toutes les victimes, j'insiste, donc ça veut dire hommes, femmes, enfants, même les domestiques, sans distinction de genre, pour que les êtres humains puissent être pris en compte et que la question soit traitée vraiment en profondeur, afin de permettre aux victimes déjà de sortir de ce véritable marasme, d'être à l'abri et de pouvoir reprendre leur vie là où elle était arrêtée, justement au moment de connaître les auteurs. Parce que c'est véritablement dramatique, ce sont des vies qui sont véritablement brisées derrière. Et par rapport aux psychothérapies qui sont engagées, cela peut demander au minimum des années.
Donc c'est extrêmement lourd, ce n'est pas à prendre à la légère, vraiment. Mais en tout cas, il y a des choses à faire. Et pour ma part, à titre personnel, j'essaie d'intervenir autant que faire se peut, en tout cas quand cela m'est proposé, dans des conférences, des débats, que ce soit sur des canaux télévisuels, radio ou autres, afin de pouvoir sensibiliser un maximum de monde par rapport à ça, mais rehausser le débat au niveau de l'être humain. J'insiste là-dessus, c'est un paramètre qui est une condition sine qua non en fin de compte. Mais il y a des choses qui sont possibles, et l'on se doit de tous faire front, de tous se serrer les coudes, et arrêter ces petites guéguerres de sexe qui disparaissent en ce moment, mais qui sont là. C'est un peu comme une espèce de guerre froide, en quelque sorte. Mais qui n'apportera, par rapport à cette guerre froide, ça n'apportera que plus de discorde, plus de douleur, de détresse. Il n'y a rien de bon à attendre. Ce qu'il faut, c'est vraiment, oui, j'insiste, vraiment remettre l'être humain au cœur des débats et du système duquel il a été complètement dégagé. Et l'on voit d'ailleurs au jour d'aujourd'hui les conséquences absolument désastreuses. En outre, je puis ajouter que si l'on observe un petit peu les discours qui sont prononcés ça et là, je pense notamment au discours du féminisme qui prône justement cet horrible et méchant patriarcat comme une espèce de grand ogre qu'il faut abattre coûte que coûte. Déjà en soi, il y a une opposition des genres qui est extrêmement malsaine. Et ça n'apportera, tout ce que cela apportera, c'est tout simplement comment dire, une perturbation en profondeur, voire une destruction du tissu social, puisque et ça, je vais reprendre l'expression du docteur Salmona, c'est en quelque sorte un retour des Amazones qui est en train de se mettre. Mais ça n'apportera rien, étant donné que justement l'avenir de l'humanité tient justement déjà dans la complémentarité et surtout dans la coopération en bonne intelligence des hommes et des femmes. Il n'y a pas toutes ces complications à apporter. C'est au contraire très simple. Maintenant, il est vrai qu'il est, par rapport à certains groupuscules, il est tout à fait de leur intérêt justement de prôner une différenciation des genres dans une espèce d'optique clientéliste. Et ça nuit clairement au débat. Donc par conséquent, il va y avoir de toute évidence une remise en question totale des bases même de notre société. De toute façon, c'est un passage obligé, voilà. Mais je sais de toute façon que l'être humain est assez intelligent pour pouvoir justement prendre le recul nécessaire, pour pouvoir réfléchir à cela et poser calmement les choses. Il n'y a comme ça qu'on peut y arriver de toute façon. C'est un petit peu le principe de la révolution, étant donné que tant que l'on essaie de contourner le problème, de toute façon, tôt ou tard, ça va vous revenir en pleine figure. Donc autant traiter la question comme il se doit dans le respect de l'être humain, de suite, plutôt que d'attendre la Saint-Glinglin et que ça vous revienne comme un boomerang en pleine figure. C'est tout à fait logique. Mais là, en tout cas, par rapport à ce qui est fait à l'heure actuelle, je dirais, je vais reprendre l'expression militaire, c'est ce que l'on appelait, c'est ce que l'on peut appeler un bordel organisé. Bon, pardon pour ce côté un peu grivois, mais bon, telle est l'expression. C'est-à-dire qu'il y a par-delà cette expression, il y a une espèce de semblant d'organisation, mais c'est chacun pour soi un petit peu, comme je disais. Et donc on ne peut pas avancer, c'est complètement contre-productif. Mais en tout cas, on peut et on doit y arriver. Mais c'est tous ensemble, c'est pas seulement les uns ou les autres, avec cette différenciation de genre, qui n'a même pas lieu d'être d'ailleurs. Alors ensuite, plus localement, je dirais, par rapport à certains commentaires que j'ai pu voir à titre personnel, bon, il y a toujours des personnes un peu lourdes et un peu limitées cérébralement qui vont dire oui, bon, si c'était moi, il ou elle aurait pris le mur dans la foulée ou aurait mangé le carrelage. Et bon, effectivement, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais concrètement, ces personnes parlent pour ne rien dire, étant donné qu'elles ne peuvent pas vraiment savoir. Et si on les plongeait dans une situation similaire, quelle serait leur réaction? À mon avis, je serais étonné qu'elles versent justement dans cette violence, étant donné que à partir du moment où ça part dans un acte agressif, c'est une escalade qui est, et ça c'est un point que j'ai omis tout à l'heure de mentionner, c'est qu'il va y avoir derrière une escalade disproportionnée, étant donné que l'auteur va toujours vouloir avoir le dernier mot. Donc ça veut dire augmentation disproportionnée de la violence, et cela peut aller jusqu'à un niveau absolument incontrôlable. Au besoin, les deux antagonistes vont sauter à la gorge, et les deux, malheureusement, il va y avoir de la casse. Ça, c'est clair et net. Donc, plutôt que de prôner la violence et essayer de faire des fioritures pour jouer les m'as-tu-vu, il serait plus intelligent, je pense, de se poser un peu plus et de réfléchir plus calmement à la situation. Là-dessus, je dirais en toile de fond, plus exactement, je vais évoquer une citation d'un homme politique qui est assez connu aux États-Unis, quoique bien sûr, bon, tout ne soit pas bon à prendre, naturellement. Il s'agissait de John Fitzgerald Kennedy, qui a eu, durant sa campagne, une phrase très juste, bon, qu'il a malheureusement pervertie par la suite, mais cependant, le fond reste correct. La phrase est la suivante: ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour le pays. Alors maintenant,
Par pays, on peut comprendre la communauté. Maintenant, je vais poser la question, qu'est-ce que vous, auditrices, auditeurs, envisagez de faire pour justement résoudre ce problème? Puisque c'est l'affaire de tout un chacun concrètement. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Bon, pour ma part, j'ai un projet qui est sur la table et je suis tout à fait d'accord pour en discuter avec tout un chacun, au besoin pour l'améliorer ou le modifier. Mais je n'entends pas, bien sûr, avoir réponse à tout. Ça, c'est de toute façon, personne ne peut prétendre cela. Ce serait clairement un mensonge. Maintenant, s'il y a une meilleure solution, je suis preneur. En attendant, j'ai une solution qui est là, une possibilité qui, même si elle n'est pas meilleure, au moins apporte ses preuves sur le terrain. Maintenant, c'est à voir. Comment peut-on faire pour développer ce concept et pouvoir le mettre en application sur le territoire national? Ce qui, bien sûr, est l'objectif. Et j'ose espérer que si ce concept marche au niveau de l'Hexagone, qu'il puisse être exportable au niveau des autres pays qui sont qui ont du retard ou même que les pays les plus en avance puissent piocher ça et là quelques idées éventuellement. Mais bon, en tout cas, c'est l'affaire de tout un chacun. Et si l'on reste comme ça, les bras croisés, chacun derrière son écran ou dans son petit coin, de toute façon, il est clair et net que la situation ne pourra pas évoluer. Donc maintenant, je propose que l'on arrête les blabla et que l'on passe un peu plus à l'action. En tout cas, c'est une main tendue dans ce sens-là. Et toute personne qui souhaiterait me contacter, que ce soit responsable d'association, politique ou autre, mais je suis complètement ouvert au dialogue afin de voir ce que l'on peut faire pour faire évoluer la situation. Mais là, je dis clairement, on arrête le massacre, c'est pas possible. Combien de morts faudra-t-il? 10, 100, 1000, allez, 1 million avant que le problème soit prévalant le corps? Alors, face à un tel monticule de cadavres potentiels, je pense qu'il est vraiment urgent d'agir. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'urgence de la chose et je pense qu'il faudrait mettre en place des solutions concrètes. Et comme vous dites, je suis d'accord avec vous encore une fois, sur la partie des solutions proposées, je pense en particulier à un rapport du Haut Conseil à l'égalité qui parle des financements pour la lutte contre les violences faites aux femmes. On a l'impression qu'on s'intéresse beaucoup à la conséquence des violences conjugales, c'est-à-dire comment on peut prendre en charge des personnes, leur proposer éventuellement une thérapie, leur proposer éventuellement des places d'accueil dans des foyers, etc. Ce qui est une partie très importante quand même de l'ensemble, mais on ne s'intéresse pas vraiment à la manière dont on pourrait gérer des situations d'urgence avec des violences graves et des personnes qui auraient besoin d'assistance rapide de la part des pouvoirs publics. Et justement, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant, quand on a mentionné tout à l'heure le projet AVOC, peut-être vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce projet, comment vous verriez les choses de manière à faire en sorte qu'on règle non pas juste les conséquences des violences conjugales, mais aussi les causes, et qu'on puisse prendre le mal à la racine dès que possible. Alors, par rapport au projet AVOC, je vais effectivement reprendre quelques éléments, puisqu'en fait, on peut voir cela comme outre un projet associatif, c'est un hypersystème. Je m'explique. Dans un premier temps, déjà, ce dispositif sera ouvert à toute personne. Cela veut dire homme, femme, enfant, membre de communauté sexuelle, trans, etc., etc. Personne ne sera laissé sur le quai de la gare. Ça, c'est un premier point. Ensuite, au risque de me répéter, ce système est à voir comme un concept modulaire. Et de par justement sa modularité, ça va permettre une certaine souplesse qui va permettre au projet, et je reprends d'ailleurs à contrario une problématique, qui est que toute victime à l'heure actuelle qui est dans une association va se plier en quelque sorte au dispositif de l'association au proprement parler. Là, en l'occurrence, dans le cadre du projet AVOC, on reprend le problème complètement à l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas à la victime de se plier au système, c'est au système de s'adapter à la victime en lui proposant des solutions adaptées et surtout clés en main. Si la victime, par exemple, a besoin juste d'assistance juridique, boum, on fournit. Si la victime, à contrario, a besoin d'une protection, d'un hébergement, d'assistance juridique, d'un soutien psychologique et bien d'autres choses, le système devrait être à même de lui fournir autant que faire se peut. Bien sûr, dans la limite des moyens et des capacités, cela va de soi. Mais en tout cas, je ne prétends pas que ce système soit le meilleur, le plus fort, soit vraiment la solution ultime. Non, non. Tout système, par définition, et là je vais aborder un concept informatique, tout système est par essence même perfectible. Donc il y a peut-être moyen de l'améliorer de l'intérieur ou de changer tel ou tel paramètre, voilà, de le peaufiner dans le temps.
Maintenant, par rapport au fait de régler cette problématique sur le long terme, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'au risque de me répéter, qu'il va falloir certainement entre 20 et 25 ans, soit à peu près une génération, pour que déjà d'une part les langues puissent se délier avec plus facilité. Et d'ailleurs, si vous le permettez, je vais encore glisser une petite astuce auprès des victimes, indifféremment, qui risque d'être, qui pourrait être gêné justement par le genre de l'auteur. Et là-dessus, il faut vraiment dégager l'étiquette de genre. Je m'explique. Si vous partez du principe que l'on peut toujours se faire battre par plus fort que soi, par conséquent, il n'y a pas de honte à avoir. C'est quelque chose d'humain. Bon, on peut avoir une certaine force psychologique et ou physique, mais on n'est pas non plus infaillible. Donc ça peut arriver. Et donc par conséquent, vous pouvez tout à fait évoquer les faits sur cette base même. Et cela va dédramatiser considérablement la situation et vous faciliter les choses. Mais comme je l'évoquais encore tout à l'heure, de grâce, ne restez pas, ne vous enfoncez pas dans le silence, puisqu'au risque d'être brutal, vous faites la part belle à l'auteur qui va recommencer encore et encore et encore, et les victimes vont s'accumuler, voire les cadavres en cas extrême. Et ça, c'était pas souhaitable. Comment dire, l'objectif de tout un chacun, c'est avant tout de protéger la vie, pas la détruire. Et je vous dirai, et là je vais citer un passage de la Bible, bon, qui est ce qu'il est, mais qui n'en reste pas très juste, la victoire du mal tient dans l'inaction des gens de bien. Donc, par conséquent, ne vous enterrez pas dans le silence. De grâce, au moins faites cela pour vous, pour votre avenir, pour votre sécurité. Et vous verrez qu'avec le système, bon, même s'il n'est pas parfait, je parle du système judiciaire comme de la police et autres, certes est perfectible puisqu'il est humain, mais il a au moins le mérite d'exister et il peut être extrêmement performant. Ça, je peux vous en parler sans aucun problème. Mais il est vrai qu'à partir du moment où ça devient politisé, ça complique les choses. Ça, là-dessus, on est bien d'accord. Mais en tout cas, bon, pour en revenir au projet Avoc, j'ose espérer que ce soit un projet à très grande échelle, étant donné que l'objectif à terme, étant donné que l'on est une équipe dont je peux en parler au pluriel, si cela est possible, ce serait de porter ce projet à un niveau au moins national, avec des partenariats à l'international, de telle manière à ce que l'on puisse tous se coordonner, confronter les idées, voir quels sont les nouveaux modes, les nouveaux process, les nouveaux schémas, quelles sont les conséquences, et comment on peut faire pour justement répondre à tout cela. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ces étiquettes de genre, arrêter avec ces histoires peut-être de nationalisme ou autre, et au contraire s'ouvrir totalement vers le monde, mais déjà commencer par son prochain, également dans les autres pays qui ont des idées. Et d'ailleurs, en toile de fond, à titre d'exemple, que j'avais, je crois, cité tout à l'heure, si l'on prend en considération l'énorme retard de la France, qui est approximativement de 30 à 40 ans, et que l'on regarde la concurrence, mais bon, c'est une concurrence respectueuse, l'Australie par exemple, l'Australie avait un retard considérable en matière, et en l'espace de 4 ou 5 ans à peine, ils ont réussi non seulement à combler ce retard, mais mieux que cela, à être en tête du peloton par rapport aux pays les plus avant-gardistes en termes de réponses et solutions. Donc c'est tout à fait jouable à condition d'en avoir, un, les moyens, et deux, surtout, la volonté. Et c'est là justement où ça coince. Puisqu'il va falloir... je l'avais plus ou moins évoqué tout à l'heure, il va falloir un changement plus ou moins en profondeur des mœurs. Alors maintenant, quand on entend des gens parler d'une victime ou d'une autre, oui, il ou elle l'a fait exprès, il doit adorer ça, c'est du sadomasochisme, etc. Non, stop, c'est complètement improductif. Il faut se montrer beaucoup plus humain et empathique, et surtout avoir plus de recul sur la situation. Et là, à ce titre, on va pouvoir évoluer. Mais si on ne se coordonne pas toutes et tous, si on ne se serre pas les coudes, autant arrêter de suite, puisque ce sont des espèces de conflits fratricides qui vont durer ad vitam aeternam. Ça ne changera pas. D'où l'importance justement de se fédérer et se serrer les coudes entre êtres humains. Justement, par rapport au problème des différents sous-groupes qui essayent de s'approprier un petit peu la question des violences conjugales, est-ce que vous avez noté des oppositions à votre venue, soit dans des journaux, soit dans des plateaux télé, et des gens qui vous empêcheraient en fait de vous exprimer sur cette question-là, ou la parole est encore assez libre? Parce que c'est vrai que la partialité des médias est souvent pointée du doigt, surtout ces derniers temps. Et du coup, je m'interrogeais pour savoir si sur cette question des violences conjugales, la partialité potentiellement féministe de certains médias se faisait sentir ou pas du tout. Alors, par rapport à la problématique justement relative aux médias et autres dispositifs d'intervention, oui, effectivement, je confirme qu'il y a, enfin en tout cas, il y a eu jusqu'à récemment de grosses difficultés quant à évoquer la situation. Maintenant, soit dit en toile de fond, j'ai été contacté très récemment encore par une
par une chaîne télévisée qui est en train de mettre en place un plateau justement exclusivement dédié aux hommes qui ont été victimes de violences conjugales. Donc par conséquent, depuis, je dirais 4-5 ans approximativement, il y a quand même malgré tout une évolution. Bon, peut-être timide, peut-être insuffisante. Bon, ça c'est à chacun d'en faire son appréciation. Mais en tout cas, par rapport au débat sur la place publique, il commence à y avoir je dirais en quelque sorte une lente mais irrémédiable transformation, puisque ce problème commence à être, en tout cas cette facette-là de la problématique, commence à être abordée avec un peu plus de sérieux à chaque fois. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'évolution de la situation globale. Maintenant, comme vous l'aurez certainement compris, le discours que je tiens est un discours avant tout humaniste. C'est-à-dire que je ne privilégie pas plus les uns que les autres, donc pas de confrontation homme-femme, ce qui n'a même pas lieu d'être. C'est avant tout l'être humain qui est avant tout mis à l'honneur. Et je pense sincèrement que l'on doit arrêter avec ces étiquettes de genre qui sont complètement stériles. Ces cloisonnements n'ont même pas lieu d'être. Vous prenez un homme et une femme, vous leur pincez très fortement l'avant-bras et observez leur réaction. Tous les deux vont vous dire la même réponse, à savoir aïe. Donc partant de là, on arrête avec les différenciations et les oppositions de genre. Voilà. Maintenant, sur les autres types d'interventions telles que les conférences, bon, il y en a de plus en plus, et ça c'est une très grande ouverture d'esprit, je pense, qui est en train de se faire. Et cela prend en considération de plus en plus, justement, non pas une facette, mais tout l'ensemble de la problématique. Ça, je trouve ça extrêmement encourageant. Bon, il y a encore beaucoup à faire, on ne s'en doit pas sur ses lauriers, bien sûr, mais ce changement de cap, d'étape, devrais-je dire, est vraiment très très intéressant à prendre en compte, et c'est extrêmement encourageant. En outre, bon, je reconnais qu'il y a, par rapport aux médias, il y a peut-être une certaine frilosité par moment qui est perceptible. Et même s'il y a effectivement des plateaux qui sont ouverts aux hommes, ce que je déplore, c'est qu'il y a une espèce de martelage au bénéfice des femmes qui est de plus en plus soutenu. Alors peut-être justement parce que ces franges féministes commencent à avoir peur et mettent les médias sous pression encore un peu plus afin de garder une espèce d'exclusivité, voire de monopole lobbyiste, c'est possible. Mais en tout cas, je vois cela d'un œil assez malsain, il est vrai. En tout cas, je confirme, oui, il y a eu une évolution et cela va encore être amené à évoluer dans le temps. Ça, de toute façon, soyez préparés à cela. Si ça peut vous rassurer, j'ai aussi cette vision un petit peu humaniste de la question. Je vois pas de raison en fait de subdiviser le problème en un ensemble toujours plus grand de sous-ensembles en fonction des préférences sexuelles, religieuses ou que sais-je. Ça n'a aucun sens. Après, quand j'ai publié moi le rapport qui s'intéresse aux questions des hommes victimes de violences conjugales, parce que tout simplement il n'existe aucun rapport en France sur cette question, j'ai des abonnés qui m'ont dit que quelque part je faisais le jeu des minorités. Et c'est une question que j'ai trouvée très intéressante parce que je pense que on a quand même un peu de marge par rapport à faire le jeu des minorités, mais est-ce que parler spécifiquement des problèmes de violence conjugale contre les hommes, c'est pas aussi subdiviser le problème et éviter de trouver des solutions pour tout le monde? Eh bien, je trouve votre question quant au fait de prendre exclusivité la parole sur les violences conjugales subies par les hommes assez intéressante, puisque effectivement, il peut y avoir un petit risque entre guillemets de subdiviser la situation. Maintenant, je vous dirais qu'il faut bien commencer par prendre la problématique par un bout, mais tout en gardant justement un dialogue complètement universel en fin de compte, en englobant et les hommes et les femmes. Et c'est d'ailleurs là ma position, comme celle de l'équipe que je suis en train de former dans le cadre du projet AVOC. En ce sens où c'est vraiment l'être humain qui est à prioriser, comme je l'évoquais tout à l'heure, et comme je ne cesserai jamais de l'évoquer. Dans le principe, tout être humain digne se doit de protéger la vie et non chercher à la servir ou la détruire. Et à l'heure actuelle, comme vous avez pu le constater, il y en a malheureusement que pour la partie féminine. Bon, bien qu'il y ait eu une évolution en la matière, Dieu merci. Mais en tout cas, il faut quand même évoquer la situation sur un plan un peu plus, disons, spécifique, afin de bien faire comprendre aux gens que ce qui est vrai d'un côté est vrai de l'autre, bien sûr, avec force exemple, et basé sur des documents et autres faits. Cela va de soi.
Mais en tout cas, s'il est possible de démontrer au public qu'il n'y a absolument aucune différence à faire en citant bien sûr et en confrontant les idées, anecdotes et autres faits, ça n'est pas techniquement un problème, puisqu'il y a justement une volonté complètement égalitaire en la matière. Et donc, la problématique, vue sous cet angle-là, ne se pose même pas. Il n'y a pas de différenciation de genre. Au contraire, c'est apporter des exemples clairs et concrets et mis côte à côte avec justement ce qui a été fait auparavant pour bien démontrer que ce qui est vrai d'un côté est vrai de l'autre, qu'il n'y a pas justement cette opposition des genres absolument forcenée et hystérique qui est faite depuis des années, et donc voilà, c'est une problématique humaine qui doit être traitée en tant que telle, que ce soit par force de l'ordre, la justice et tout ce qui va avec. Voilà, c'est très simple en fin de compte. La problématique est par elle-même extrêmement simple. Maintenant, c'est tout ce qui est fait derrière qui est, bon, au risque de heurter cette personne, c'est dans pas mal de cas, malheureusement, c'est traité de travers, ou à minima. Je vous laisse le soin de conclure et peut-être de résumer cette discussion à votre manière. La chose ultime à faire, c'est de prioriser l'être humain sans distinction de genre. Donc, par conséquent, on se serre toutes et tous les coudes et on met en place des actions concrètes plutôt que de partir sur des blabla complètement stériles, des oppositions de genre, etc., etc. Une seule de ces deux situations a un avenir et l'autre, comme vous pouvez le deviner, n'en a absolument aucun. Voilà, maintenant je vous remercie de m'avoir permis de pouvoir évoquer tout ceci avec vous, et ce qui a été un moment d'ailleurs très intéressant, et en tout cas, on reste en contact pour l'avenir, puisque là je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements, et ça pourrait être intéressant. Très bien, très bien. En tout cas, merci. Un grand merci à vous, et un grand merci aussi à mes auditeurs qui sont restés jusqu'au bout, pendant les presque 2 heures de cet entretien. Je remets en description donc le livre de Maxime Gagé, Ma compagne, mon bourreau, et je mettrai aussi en description le document que j'ai écrit moi-même sur la question des violences conjugales contre les hommes. Vous pouvez télécharger ce deuxième document tout à fait librement. Merci à vous et à bientôt.